Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Hey, allô. Salut. Ça fait un petit bout, on était sur le slow, hein? Ben, il a fait chaud, on a fondu. Le temps de recevoir du nouveau stock. C'est le déconfinement des injustes. Le déconfinement, étape par étape, hein? C'est ça que le premier Exact. ministre dit. Il faut vraiment se faire ça étape par étape. Donc, on est à la deuxième étape du déconfinement. Tranquillement, pas vite, le stock commence à rentrer. Les nouvelles commencent à sortir un peu aussi. On va se le dire, ça fait du bien. Là. Ça a été dry pendant un petit moment. Là, ça semble vouloir reprendre. On a eu, on a des nouveaux animes de DC qui sont sortis. Et d'ailleurs, je regarde notre line-up et DC bouge beaucoup, hein? Ben, DC, c'est parce que depuis que le confinement avait commencé, seront les seuls qui ont bougé d'un bord puis de l'autre. Là. Ils ont tenté des expériences, on en a parlé dans nos derniers podcasts, mais c'est pas mal eux autres qui nous livrent le plus de nouvelles. Pas que Marvel puis Disney sont au neutre, mais un peu, en fait. Ben, là. avec la fermeture de Diamond, ils n'ont pas eu le choix. Puis vu que Diamond a repris v'là quelques semaines, ben, ils n'ont pas voulu rusher le marché. Ça fait qu'ils ont tous retardé leur sortie, comme on avait dit la dernière fois. C'est ça. Puis même au niveau film, je veux dire, on attendait Black Widow, puis on attendait de savoir ce qu'elle... Ben, sur Wonder Woman, c'est plus du côté de DC, mais chez Marvel en particulier, on dirait que la phase 4, depuis qu'elle a été annoncée, on ne sait pas si on va avoir. Là. Ben, il y a des tournages qui recommencent dans le prochain mois, ben même dans le mois courant. Là. Mais c'est correct parce que Jean-Nic et moi, on va être contents. On a toujours été des DC fanboys, donc tant mieux. On va avoir du stock à jaser dans le négatif et dans le positif. Ça, c'est ça qui est le fun. On est gâtés. On va jaser donc de Justice League Dark, qui est le dernier anime qui est sorti de DC Comics. On reparlera de leur relation avec Diamond. T'en as glissé un mot, Alan. On va revenir sur cette nouvelle, moi, qui m'a complètement flabbergasté. Écoute, si vous m'aviez annoncé ça la semaine dernière en me disant « Hey, on va apprendre ça la semaine prochaine. » J'aurais fait « Ben non, tu me niaises. C'est une joke. C'est impossible, ça se peut pas. » On va vous en parler dans quelques minutes. Honnêtement, moi, c'est la nouvelle qui m'a jeté le plus à terre. On va revenir sur les Turtles aussi qui ont fini leur crossover, leur trilogie avec Batman. Dévoilement de la PS5, l'avenir du jeu vidéo, ça s'annonce comment? D'ailleurs, on a eu une bande-annonce pour Star Wars Squadron, très intéressant. Il y a eu des morts aussi, Denny O'Neil et Joel Schumacher, qui nous touchent un peu plus. Là. Denny O'Neil, qui est un ancien éditeur en chef de chez DC Comics, auteur quand même assez prolifique. Là. Qui a revigoré le personnage de Batman dans les années 70. Moi, je l'ai surtout apprécié sur Green Lantern. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une bonne plume pour Green Lantern. Puis c'est un gars qui était quand même assez fort sympathique dans les entrevues qu'on pouvait écouter, voir. Un gars qui a connu les années 70, début 80 de DC Comics, puis qui a donné quand même du stock qui, à nos jours encore, est écoute, Tale of the Demon, c'est lui. Avec Ra's al Ghul. Oui, si je ne m'abuse, oui. C'est lui, puis c'est quand même l'une des histoires les plus marquantes de Batman. Je veux dire, ça a quand même donné naissance à Damien bien des années plus tard, quand Grant Morrison a décidé de reprendre ça. Joel Schumacher, c'est le triste célèbre Bat Nipples. Oui, ça, les bat-plans sur le bat-cul et la bat-carte de crédit aussi. Écoute, je l'ai dit sur mon post que j'ai fait sur Facebook, j'en suis venu en paix avec ces deux films-là. J'y en voulais plus dans le temps où il avait tué la franchise puis on voyait plus le bout. Là. On savait plus si un jour on allait revoir Batman à l'écran. Là, je lui en voulais beaucoup. Mais je te dirais que dans les dernières années, je les ai réécoutés. Puis j'ai appris à les voir comme une espèce d'hommage au Batman des années 60. Là. Ben, j'ai jamais quand même osé écouter Batman et Robin depuis que j'ai vu au cinéma pour la première fois. Et on parle de 1997 là, quand même. Ouais, j'ai jamais revu depuis ce temps-là. Je l'ai revu une couple de fois parce que Plaisir coupable, il a passé à la TV puis j'étais juste pas capable de changer de poste. Là, puis il y avait vraiment rien de mieux. J'ai acheté le film en VHS, je l'ai acheté en Blu-ray, je l'ai jamais écouté. Ouais, mais ça arrive souvent, Alan, que tu achètes des films que tu n'écoutes pas. On se demande encore d'ailleurs pourquoi tu les achètes. Mais j'en achète plus non plus. Ouais, hein, je pense que tu as finalement compris. C'est quand même le temps. Oui. Avant qu'on passe à autre chose, c'est quand même un casting fucking incroyable, Batman et Robin. Écoute, quand on a vu... Arnold Schwarzenegger joue là-dedans avec Uma Thurman. Et puis il a été payé des millions pour faire ça. Là. Puis t'as un gros condensé des années 90, le Chris O'Donnell puis Alicia Silverstone. Écoute, des acteurs qui étaient
gros à ce moment-là et qui ont disparu avec les années 90. Clooney, c'est quand même pas c'était pas une merde. Ouais, non, mais il était comme en ascension. Genre, c'est pas dans ses rôles marquants. Ouais, je sais, puis il est arrivé parce que Kilmer avait abandonné pour aller sur l'île du Dr. Moreau. Puis le dude qui faisait Bane aussi, là. Ouais, le lutteur, là. C'était un lutteur qui le faisait. Ben non, c'est pas un petit chétif. Hein? Ah non, c'était un lutteur. C'était un lutteur de la WWE, je pense qu'il le faisait. Bane dans Batman and Robin. Tu pensais que c'était Bane? Hein? OK. Ben oui, il est décédé, je pense, depuis, en plus, comme tous les lutteurs obscurs. Là. Fact check. Ben oui, allez checker ça. Je suis pas mal convaincu de mon fact. Les deux sont de téléphone. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, mais... Hein, doutez de moi, on va te pauvres agneaux. Je vais te la donner. Non, inquiétez-vous pas, je me suis tapé le making-of au complet de ce film-là. Pourquoi? J'en ai aucune... Ah oui, c'est parce que quand on a vendu le coffret, la rumeur voulait que Shoemaker s'était excusé dans le documentaire pour le film. Fait que je me suis tapé genre 2 heures de making-of pour recevoir les excuses de Joel Schumacher. Et honnêtement, dans la courte liste des excuses que j'ai reçues dans ma vie, c'est une des excuses les plus satisfaisantes que j'ai reçues. OK, amateur de lutte, Jeep Swanson. Jeep Swanson. Écoute, je sais pas ce qu'il a fait d'autre, là, honnêtement. Là. Je sais que c'était un lutteur, me semble. Ben, me semble. Bon, on s'entend que c'est pas un gros rôle non plus, Bane, dans Batman. Ben, écoute, Robin. il a fait ouais, c'est ça. pendant 2h30. J'ai souvenir qu'il crie fort devant la lumière. C'est pas mal juste ça, là. Mais, hey, Uma Thurman dans ce film-là. Il est fantastique. Wow. Comme dans tout. Wow. Était-tu belle? Ben, elle est encore belle, mais dans ce film-là particulièrement. Elle fait une excellente impression de Michelle Pfeiffer en Catwoman. Oui. Mais bon. Bref, on y reviendra. Mais on va commencer avec Justice League Dark. Tiens, restons dans le Batman, restons dans le DC comic et allons-y avec ce qui était annoncé. Puis écoute, c'est arrivé un peu comme une surprise, là. Ça va être notre dernier film, puis on va conclure tout ce qu'on a commencé depuis Flashpoint avec Justice League War, Justice League Dark, les Batman. Il y avait comme un univers d'anime qui était partagé dans le DC anime. Tu avais ceux qui étaient stand-alone, puis tu avais ceux qui étaient tous connectés à un peu. Tu avais 2 Wonder Woman, je pense. Un Wonder Woman là-dedans. Tu avais... même Batman Hush est embarqué là-dedans. Batman Hush, tu avais Superman, le Death of Superman, Reign of the Superman. Ouais. Même les trucs qui sont canons habituellement, ils ont trouvé des manières de le greffer. Les Batman l'étaient aussi. Oui, Bad Blood, puis tout ça, ils ont comme tweaké là-dedans un peu. Et comme un peu de nulle part, Justice League Dark est arrivé en disant on met fin à cet univers-là. Puis voici, là, on clôt tout ça à la Avengers Endgame avec de quoi vous allez être complètement surpris. Écoute, je ne veux pas gâcher de punch à Alan pendant qu'il est en train de repluguer ses écouteurs, mais j'ai eu une impression de cheapness dans cet anime-là. Et je sais que, Alan, tu as trouvé qu'il y avait beaucoup de plot holes, que c'était tout garoché. Moi, à la limite, j'étais capable de vivre avec ça. La fin m'a fait comme moins. Mais l'animation, j'ai bien de la difficulté à passer par-dessus. Honnêtement, l'animation, que ça a commencé, je faisais comme, OK, on la retourne au même niveau que Batman Hush, compagnie, les derniers. Mais au début, qu'il y a eu la première guerre où ils perdent vraiment, puis que tout le monde se fait torcher, puis que tu vois, c'est ultra violent. Tu sais, quand la Terre se fait ramasser. C'est d'une violence. C'est d'une violence, c'est quoi? Sauf que là, au début, tu fais comme, OK, l'animation est telle que telle, mais quand ils dompent les paradémons, puis tu te rends compte que c'est des sprites. Tu sais, ça me fait penser à une certaine époque des dessins animés de Hanna-Barbera. C'est exactement ça. Ils prenaient une acétate transparente par-dessus un dessin, puis ils la glissaient dessus pour faire une animation. C'est carrément ça. C'est exactement ça qu'ils ont fait. Puis là, tu voyais Parademon passer, puis tu faisais comme, non, mais là, ils ont coupé rare sur le budget. Écoute, les ailes bougent pas. Il fait juste comme genre glisser. C'est un aéroglisseur. La Justice League, puis ça ressemble à Yogi l'ours. Je suis vendu. Écoute, je sais pas si t'as ton micro dans la bouche, Jean-Nic, mais tu sonnes vraiment fort. Tu respires dedans. C'est toi qui es supposé avoir le contrôle de mon son. Oui, je le sais, mais c'est parce que là, tu l'avales ton micro. Fait que si tu pourrais te reculer une petite affaire, ça serait... Voyez-vous, c'est ça que ça fait le confinement. On a perdu le contrôle. C'est pourquoi ça marche le micro. On sait comment ça fonctionne. C'est juste que, tu sais, moi, je suis un professionnel, puis je travaille avec deux tout dépend. Deux non-professionnels. C'est lui qui est devant le micro qui essaie de le mettre dans sa bouche. Là. On ne sait pas ce qu'il a fait pendant le confinement, mais... Aucune idée, mais ça a l'air d'être une nouvelle habitude. C'est correct. Oui, c'est correct. Je vois rien que de l'échouiller. Oui, lèche-les Louis, c'est mieux comme ça. Bref, l'animation est vraiment terrible. Puis c'est un peu décevant parce que il y a plusieurs de leurs films dans cet univers-là qui étaient quand même très bien. Tu sais, Red Son, as-tu eu l'occasion de l'écouter? C'est quand même très bien, là. C'est pas l'animation du siècle, c'est pas Pixar, mais c'est très bien. Mais là, vraiment, j'ai eu une impression de sentiment d'urgence. Là. Genre, faut qu'on le sorte, puis faut qu'on mette fin à tout ça. Puis surtout qu'au début, tantôt tu parlais, j'avais le problème des plateaux. Là, grâce à présenter Constantine avec sa gang,
sais, il y en a une couple qui sont cool. Constantine, son côté, je m'en foutisse, qui est super le fun. C'est quoi, c'est Baron Blood qui est là-dedans? Je pense que oui. Ben, t'as Etrigan qui est là. Ouais. Ouais, c'est Trigan. C'est Etrigan qui est là. Qui est tout le temps en sous, puis qui veut torcher tout le monde. C'est drôle, ça. C'est Jason Blood. Jason Blood, ouais, c'est ça. Jason Blood. Qui est Etrigan, le démon Etrigan. C'est ça. Tu sais, lui, il était super cool, même s'il y avait un personnage qui était assez unilatéral, mais tu sais, il y avait des éléments qui étaient super. Sauf que c'est quand tu arrives sur leur plan, que là, tu essaies de comprendre quand ils vont chercher Damian, parce qu'ils disent que tout va passer par Batman. Et là, qu'ils vont faire la mission pour aller chercher Batman, puis qu'ils se battent contre les robots de la Justice League, puis qu'ils réussissent à aller chercher Batman. Une fois qu'ils réussissent à sortir Batman du contrôle de Darkseid, Batman dit je sais pas quoi faire. Il fait Constantine meurt. Batman fait comme mais tout reposait sur Constantine. Mon seul plan prenait Constantine. Là, tu faisais comme OK, pourquoi il fallait aller chercher Batman pour dire que ça prenait Constantine? Puis Constantine. Puis là, une fois qu'ils ont ressuscité Constantine de façon bizarre à cause d'un spell de Zatanna que j'ai pas tout à fait compris. Là, Constantine se réveille, il fait comme je suis revenu, il fait comme tout doit passer par Superman. Non, il se lance la balle, puis tu as un sentiment de vouloir boucler plein de trucs qui, peut-être au départ, n'étaient pas liés. Tu sais, comme Teen Titans, il y avait eu deux films, je pense, de Teen Titans dans cet univers-là. Ils ont fait Judas Contract, puis ils en avaient fait un autre aussi. Là, versus Justice League. Versus Justice League. Puis, tu sais, ils ont voulu mettre le démon, voyons, comment ça s'appelle, Trigon, le père de Raven là-dedans. Ah, OK. Ils ont voulu boucler cette boucle-là aussi. Fait que là, ils ont comme tenté de boucler plein de boucles tout le temps, en mettant Darkseid vraiment comme le méchant principal. Mais honnêtement, ce qui était intéressant, c'est à quel point ils se sont... Tu sais, c'est une pâle copie d'Avengers Endgame, là, mais ils ont mangé une plus grosse volée qu'Endgame, je pense. Oui, puis sans compter... Ils ont vraiment mangé une volée. Déjà que là, tout le monde connaît mon grand amour du snap et du... Je me rappelle plus comment il avait appelé cette cochonnerie-là. Là, ils sont arrivés à la fin, là, la Terre avait pété au grand complet, ils ont réussi à gagner la guerre, mais il y a plein d'humains qui sont morts, puis là, ils font comme, encore une fois, là, on a réussi à gagner, mais à quel prix? Puis là, t'as Constantine qui regarde le Flash, fait comme, tu sais quoi faire? Il fait comme, même après le Flashpoint, je dois faire ça. Il fait comme, oui, part à la course et on va essayer de refaire mieux. C'est pire, tu sais, c'est comme si la morale, c'était, garde, retourne, recrée un Flashpoint jusqu'à ce que ça réussisse. C'est ça, la fin, là. C'est recommence jusqu'à ce que ça réussisse. Ouais. Et c'est assez incroyable. Puis tu as un sentiment de frustration quand tu es un auditeur parce que tu te dis hey, tabarnak, je me suis tapé 300$ de film, 2 ans de 2 heures de film, pas tous bons, pour me faire dire que dans le fond, ils vont recommencer parce que c'est pas à leur goût. Mais si tu es un lecteur de DC, tu fais comme Chris, la run t'a fait 4 ans, c'est meilleur que leurs 25 dernières années en BD. Oui. Ben, ils ont pris le meilleur des 25 dernières années aussi. Hein? C'est surtout ça qu'ils ont fait. Mais non, il y a comme un... Tu sais, il y a un bout où tu te dis « Waouh, c'est bien cool! » Là, tu vois le Flash partir. Puis il y a un autre toi qui te dit « Ouais, mais j'ai quand même claqué 300$ là-dessus. » Puis finalement, c'est juste une des alternatives. Ouais, mais en même temps, vous l'avez dit vous-même, puis on l'a vu, là, il y a déjà 2 nouveaux films d'annoncés. On a un Superman, d'où la bande-annonce est sortie, Man of Tomorrow, aujourd'hui ou hier. Puis un Deathstroke qui s'en vient aussi, là, oui. qui était supposé être une série, puis qui finalement, ils ont transformé le pilote en film. Fait qu'on va avoir ça aussi là, qui s'en vient. J'imagine qu'il faut le voir comme la fin de cet univers partagé que moi, je n'aimais pas vraiment de toute manière. Donc, moi, je pense qu'il était juste tanné. Moi, je pense qu'il était juste tanné. Puis ils ont réalisé aussi que leur stand-alone était quand même populaire. C'était peut-être plus intéressant, puis ça fonctionnait mieux. Oui, ça fonctionnait bien. La force de DC, arrêtez d'essayer de lier vos choses. Ils essayent trop, mais qu'est-ce que tu veux? Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Puis parlant de lier les choses, je lisais une entrevue où est-ce qu'on se demandait si DC avait finalement trouvé leur façon de faire des films, des séries avec le fameux multivers. Ils l'ont fait avec le Arrowverse, entre autres. Mm-hmm. Et l'annonce de cette semaine semble vraiment vouloir mettre tout le monde dans le même paquet. Et là, tenez-vous bien, si vous ne l'avez pas vu une fois, vous ne l'avez pas vu 1000 fois, là, Michael Keaton serait de retour dans le rôle de Batman. Et ce n'est pas une blague. Dans le prochain film de Flash, où je pensais qu'Ezra Miller ne reviendrait jamais, là, je ne sais pas pourquoi là, il est encore attaché au projet. Ouais, il n'a jamais été détaché du projet. Ouais. Non, mais on pensait bien que ça allait être le cas, par exemple. Là. Mais finalement, il est encore attaché au projet. Moi, je pensais que ce film-là, Flashpoint, le film de Flash, allait jamais voir le jour. Là. Moi, j'étais convaincu qu'on avait tiré la plug depuis un bon bout. Ils ont sacré dehors 4 scénaristes jusqu'à 3-4 réalisateurs aussi. C'est terrible. À peu près. Puis écoute, ils ont eu le temps de faire Aquaman. Ils ont eu le temps de faire Shazam, qui étaient des films qui étaient supposés être après. Là, qui étaient supposés être bien après le Flash. Là.
Et là, on semble vraiment vouloir utiliser The Flash pour mettre de l'ordre dans la maison de Warner. Ben, c'est parce que, tu sais, on avait souvent parlé que, vu que Ben Affleck allait sacrer son camp, que compagnie, que de Flashpoint Paradox allait permettre de switcher beaucoup d'acteurs. Puis avec le Snyder Cut qui s'en vient en 2021, ils vont représenter Darkseid dans l'univers de DC. Est-ce que le Snyder Cut serait pas juste un univers parallèle de ce qui aurait pu arriver sans Whedon ou je sais pas trop quoi? C'est que où c'est qu'ils vont s'en aller avec ça? On le sait pas, puis... Bon, on sent qu'il y a un intérêt puis qu'il y a un vouloir de dire à ses fans, regarde, c'est tout partagé et pas à la fois. Exact. Et moi, j'espère que c'est ça. J'ose croire parce qu'en ce moment, comme Alan dit, il y a le Snyder Cut qui s'en vient. Puis là, de ce qu'on a vu, ça semble être quelque chose de bien différent. Je reste convaincu que ça ne sera pas très intéressant, mais je suis quand même curieux de le voir. Mais tu sais, là, il y a un buzz qui se met en place. Les gens sont curieux de le voir. On commence à parler du Ayer Cut pour Suicide Squad, qui aurait été un film complètement différent aussi, apparemment. En tout cas, la relation entre Harley Quinn et le Joker, dans son film à lui, il y a presque 1 heure qui serait disparue. Ça peut devenir intéressant. Mais là, imaginons Warner en ce moment qui sont en train de se dire, bon, on a le Joker de Jared Leto qui est en guerre avec nous autres, mais qui reviendrait peut-être dans une Ayer Cut. On a la Snyder Cut qui s'en vient. Le monde est super hypé pour ça, où il faut remettre Ben Affleck comme Batman, mais en même temps, on a un Batman avec Robert Pattinson qui sort en même temps. C'est qu'on fait avec ça. Puis avec les films de Flash, d'après moi, ils ont rien que fait. Bon, ben, essayer de faire ça cohérent, puis tout mettre ça ensemble, puis faire comme Marvel, ça fonctionne pas. Embrassons de notre côté un peu plus n'importe quoi, puis c'est ça, on va aller chercher Michael Keaton, puis il va jouer un vieux Batman, puis j'espère qu'ils sont en train de faire ça, genre s'amuser avec leur... Au lieu d'être les BD, c'est leur univers filmique. Mais la rumeur que j'entends ou qu'on a lu à propos de Michael Keaton, c'est qu'il jouerait le rôle d'un genre de Samuel L. Jackson pour Marvel. Un genre de mentor. Est-ce que son rôle va être... Et là, de ce que je comprends, c'est que c'est un multiple movies deal. Mais tu sais, je veux dire, Michael Keaton, il a presque 70 ans. Là, il ne jouera pas un Batman jeune. Et ça, c'est la question. Ça va être un Batman de Batman Beyond. Mais ça, c'est la question. Êtes-vous intéressé par Michael Keaton juste en Bruce Wayne ou vous voulez le voir porter le costume? Pas les deux. Moi, je veux le voir porter le costume, mais j'ai pas l'impression qu'on va le voir porter le costume. Et je veux pas qu'il puisse se virer la tête. Moi, je pense pas qu'on va le voir en costume. Ça va y prendre une méchante grosse prothèse pour le menton maintenant. Oui, ça va y prendre un bon coup, là. Je suis pas sûr qu'on va le voir en costume, moi, les amis. J'ai pas mal l'impression qu'on va le voir en Bruce Wayne. Sans compter aussi qu'il y avait l'autre rumeur qui parlait de Jeffrey Dean Morgan. Oui, en Thomas Wayne, le Flashpoint. Dans le Flashpoint Paradox, ça veut dire le Batman avec des guns. Oui, le Batman avec des espèces d'épaulettes en Parce pointe, que Jeffrey Dean Morgan avait joué Thomas Wayne dans Batman vs Superman. Et ça aussi, c'est intéressant en passant. Parce que avec Flashpoint, en fait, là, sans suivre la bande dessinée, parce que je pense pas que c'est vers là qu'on s'en va. Il n'y a pas de vieux Batman dans Flashpoint. Mais il y a beaucoup de choses intéressante à regarder avec le voyage dans le temps, la scène dans Batman vs Superman qu'on n'a jamais vraiment répondu, là, celle où Flash arrive puis il parle à Bruce Wayne, on ne sait pas d'où il vient, il y a des connexions à aller faire, ça enlève absolument rien au bordel total que DC a fait dans ses films, là. Ça les excuse d'absolument rien, mais si on est capable de retricoter tout ça et de donner aux fans ce qu'ils veulent. Parce que moi, Keaton, honnêtement, ça fait des années que je veux voir Keaton reprendre le rôle. Mais moi, j'ai toujours cru que Keaton n'était pas intéressé. Rappelez-vous, quand il a quitté avec... parce que Joel Schumacher prenait la barre puis que Burton n'était plus attaché à... Ça s'appelait Batman comment, je pense. Il y avait déjà un nom d'attribué. Puis Keaton avait même dit dans une entrevue, « Je ne veux pas être vu comme quelqu'un qui fait de la violence pour les enfants. » Puis il était devenu comme une espèce d'apôtre de la non-violence, là. Et j'étais déçu. Moi, j'ai toujours voulu le revoir dans ce rôle-là. Écoute Birdman. Ben oui, je l'ai écouté. C'est tellement bon. La conclusion de ça, c'est tellement génial, bon. là, c'est un excellent film, Birdman. L'as-tu vu, Alan? Non. Ah, vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis honnêtement, c'est le plus proche qu'on aura vu de Keaton reprendre le rôle de Batman. Exact. Et c'était dur de ne pas faire l'analogie. Hein? C'était à peine voilé. C'était à peine voilé. Puis quand il a passé à SNL... Il y a de cela quelques années, ça faisait déjà beaucoup de... Tu sais, quand il est revenu avec le film sur McDonald's, il y a eu le film de Robocop, il y a eu un ou 2 ans où il est revenu en force dans les films. Ça faisait des années qu'on ne l'avait pas vu, ça faisait des années qu'il n'avait pas donné d'entrevue. Puis quand il est allé à SNL, puis ils ont demandé de faire I'm Batman, ça faisait des années qu'il ne voulait plus rien avoir. Il ne voulait rien savoir du personnage. Hey, souvenez-vous, il avait fait Multiplicity après Batman. Là. C'était...
Ouf. A low point in your career. Juste pour vous dire que ça fait longtemps, là, Andy McDowell était au prime de sa carrière. Là, ouf! Les beaux grands cheveux bouclés d'Andy McDowell. Ah, Groundhog Day, puis oui. C'était elle là-dedans. Hein, L'Oréal et compagnie. Là. Était-tu belle? Elle ressemble beaucoup à Marie-Elisabeth Mastrantonio, qu'on ne voit plus beaucoup non plus. Non, effectivement. Mais c'est vrai, elle est rendue où? Mais non, mais on l'a vu dans Ready or Not. McDowell. Vous n'avez pas vu Ready or Not? Il faut que vous écoutiez ça, le film sur la fille qui va se marier avec un gars qui vient d'un empire richissime de jeux de société. Puis leur tradition, quand il y a une nouvelle femme qui entre dans la famille, ils s'enferment dans un manoir, puis il faut qu'ils fassent un sacrifice, puis il faut qu'ils courent après, ils jouent à cache-cache, mais avec des guns, des arbalètes. Écoute, c'est délirant comme film, j'ai vraiment aimé ça. Puis elle joue là-dedans. D'ailleurs, c'est là j'ai fait le saut, j'ai fait, elle est pas morte, 2, elle est encore très belle, puis 3, j'ai fait comme, ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas vu. Elle a 14 milliards de produits chimiques dans la face, qui était... oui, elle est refaite, là. Oh, elle est vraiment refaite, là. Elle passait pas proche avec un lighter, parce que... Elle va fondre. Là, surtout que les cheveux bouclés. Très, très, très. En tout cas, ça pour dire que moi, je suis content de revoir Keaton. Est-ce que c'est dans un rôle à la Batman Beyond? Assurément, il ne peut pas faire autre chose. Et c'est spéculation en ce moment-là. Il sera en pourparler, mais là, je pense qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Mais là, il faut quand même qu'il cherche un caractère de Joel Schumacher pour mettre là-dedans. Si Chris O'Donnell ne redevient pas en Nightwing, je suis bien déçu. Là. Ben encore. C'est tout ce qu'on veut. S'il vous plaît. Là. Non, mais n'empêche qu'il y a une belle curiosité. Dépendamment de comment ils vont le jouer. Est-ce qu'ils prennent Keaton pour Keaton ou ils vont replonger dans l'univers de Burton juste pour nous dire, de quoi aurait l'air le Gotham City de Burton avec un Batman de 68 ans? Ouais. Tu sais, savoir ce qui s'est passé après Returns. Ou non. C'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ouvre un univers de possibilités. Puis ça peut être, j'aime ce côté Flashpoint-là, pas rien que voyager dans le temps, mais aller dans plein de dimensions différentes. Et là, tu peux faire le pont avec, comme tu disais, le bout dans BVS, pas expliqué. Ben oui, tu peux faire le pont partout. Il peut aller à plein d'endroits. Puis j'ose espérer, avec le CW, ils ont de l'air vraiment à s'être beaucoup amusés avec Infinite Crisis. Peut-être qu'ils ont pris le goût un peu aussi de faire ça, de dire, on a tous ces propriétés-là, on va essayer d'aller chercher. Sérieusement, ce que j'ai plus hâte de voir, moi, dans ce crise de film-là, c'est le bout qui va partir à la course puis rentrer dans le film BVS. Ouais. Sérieusement, ça fait longtemps que j'attends cette explication-là, du pourquoi. Et j'ai hâte de savoir comment ils vont le tricoter, ça aussi. Puis, mais attention, il va falloir qu'ils ne tombent pas dans le piège du Arrowverse. C'était cool de voir le Superman de Richard Donner dans Arrowverse, mais c'était cheap, là. C'était cheap dans le cheap. Là. Ils ont fait 4 pièces, une mur avec 4 pièces, des découpures de journaux, puis ils se sont dépêchés de sortir Brandon Roof de là. Il faut qu'ils mettent la totale. Si tu rentres dans l'univers de Keaton, moi, je m'attends à ce que tu rentres dans le Gotham de Burton puis que tu vois, mets-en de l'argent, mets-en du cash. Là. C'est ta propriété. Non, mais c'est à toi. Là. Vas-y à fond. Fais pas juste me mettre Keaton entre 4 murs puis en me disant c'est le Batman de Batman Returns. Parce que ça va dépendre du skill du film. On va savoir qu'on va en entendre parler du tournage, du budget qu'ils vont mettre dedans. Là. Exact. Parce que là, tu parlais de la CW. On parle de studios qui ont tellement d'argent que Metropolis ont des boîtes de Post Canada. Oui, c'est tourné à Vancouver. Mais tu sais, je veux qu'on mette la palette, là, parce que rappelez-vous du sentiment. Moi, je me rappelle du sentiment quand j'ai vu Brandon Roof enfiler le costume, puis voir le Daily Planet, puis les références à l'univers de Richard Donner, qui est un superbe univers aussi en passant. Là. Tu sais, ça n'a jamais été partagé avec celui de Keaton, mais on s'entend que c'était un peu dans le même moule. Tu sais, le Metropolis de Donner, puis le Gotham de Burton pourraient exister sur la même planète. Là. Oui. Puis ça ferait du sens, là. Alors, j'espère qu'on va mettre le paquet et qu'on va voir quelque chose de super cool. Mais moi, en tout cas, je suis bien énervé. Ça paraît-tu? Ouais, sauf que je veux juste te rappeler que c'est Ezra Miller qui joue là-dedans. Ouais, mais tu sais, on y a-tu vraiment donné... Il était cool, je l'aimais comme Flash. Moi. En fait, il fait un bon Flash. En fait, on y a-tu donné l'espace qu'il fallait pour qu'il fasse un bon Flash aussi, tu sais? Je veux dire, dans Justice League de Whedon, il est devenu le comic relief, puis on lui a pas donné grand-chose à faire. Puis aussi, la rumeur, il dirait que finalement, c'est pas mal sûr que Cyborg aussi serait dans le film. Là. Ouais, ben ça pourrait être intéressant aussi. Puis Cyborg, là, rappelez-vous que de ce qu'on sait de la Snyder Cut, il y a beaucoup de stocks de Flash et de Cyborg qui ont été coupés. Oui. Puis à l'époque,
où Snyder travaillait très fort. Rappelez-vous, le planning, il y avait un film de Cyborg qui était annoncé en solo. Puis on se demandait tout pourquoi. C'est peut-être pas un personnage aussi iconique que les autres. Ça a disparu. Mais il y a une certaine période où je pense qu'il voyait comme un héros qui tient son propre film. Sans compter aussi, c'est toutes ces annonces-là avec le Snyder Cut, ça va avoir une influence sur le film des New Gods qui était supposé commencer à tourner dans pas long aussi. Parce qu'ils vont plus parler de Darkseid puis ils vont l'inclure dans ce film-là maintenant à cause de ça. Là, ça va être intéressant à suivre. Honnêtement, on sent qu'il y a de quoi qui se brasse. Maintenant, ils ont eu des succès auxquels ils n'ont jamais donné de suite non plus. Aquaman, Shazam, on est rendu où? On fait quoi? Aquaman, sont encore des rumeurs qui vont faire le film des Abysses. Là. Ouais, puis t'as Wonder Woman 84 qu'on n'a pas encore vu non plus. De quoi ça a l'air? Il est prêt, Aquaman 84. C'est rien que... Aquaman 84? Ça va être bon, Aquaman ça. 84, oui. Hey, Jason Momoa dans les années 80. Les 83 autres. Oh. Non, mais Wonder Woman est prêt. Oui, il est prêt. C'est juste une guerre avec Tenet présentement, là, parce qu'ils laissent la place à Christopher Nolan de choisir son trou pour son film. Ce qui est normal. Malheureusement, là. Wonder Woman est comme leur numéro 2. Mais de toute façon, avec la reprise des cinémas, on ne pourra pas non plus avoir 8 grosses sorties en même temps. Là. Ils vont probablement y aller à tour de rôle pour se laisser une chance. Puis il y a quand même des grosses sorties. Tu as Mulan, tu as James Bond qui n'est pas sorti encore. No Time to Die. Lui, il doit être en novembre. C'est ça. Là. Fait que là, il va falloir qu'il se prévoit dépendamment de comment ça va. La question, c'est au mois d'août, est-ce qu'on va avoir Bill & Ted 3? Vu que ça rouvre. Mais c'est pas un film qui est fait pour avoir. Il faut faire une tonne de cash que je vois pas pourquoi que lui serait repoussé. Possiblement qu'on va l'avoir, le Bill & Ted. Moi, je pense que et d'ailleurs, vous avez vu, pour le monde qui a vu la bande-annonce, pour moi, ça va être aussi caf que les deux premiers. Là. Mais c'est de savoir s'ils vont rouler. Ils vont être capables de rouler 2-3 films nouveautés, justement, dans ce calibre-là, sont capables. Moi, ce que j'espère, que s'ils sont pour rouler 2-3 films, parce qu'à ce temps, vu que c'est des licences numériques, puis ils donnent une Switch que tu ouvres sur ton projecteur, puis que le film, il est téléchargé en numérique, j'espère que les studios seront pas cons, puis ils vont dire, le film coûte tel montant, voilà 2 licences, mais elle est sur 2 écrans. En fait, c'est la question que j'ai depuis le début, moi. Si vous êtes pour faire respecter la distanciation sociale à l'intérieur des cinémas, assurez-vous d'avoir un nombre d'écrans. Tu sais, je veux dire, prenons l'exemple ici, là, il y a 8 salles. Là. Exactement. Tu peux clairement avoir 2 salles. Là. Effectivement. Avant, ils font généralement pas parce qu'il faut qu'ils payent 2 fois le film. D'habitude, qu'ils font ça. Sauf que là, j'espère que les studios ont fait, vous êtes à moitié. Si on veut qu'on rentre le cash dans une fin de semaine, on va vous donner les licences pour remplir 2-3 salles. Surtout que ça ne lui coûte rien de plus. Tu sais, Tenet va sortir, tu sais que ça va faire du cash. Tu le mets dans tes 3 grosses salles la première fin de semaine. Puis tu t'assures d'avoir du monde. T'sais, ça ne lui coûte pas plus cher d'avoir ce film-là dans 3 salles que de l'avoir dans une seule. Oui, ils n'ont pas d'autres films à présenter dans les autres salles. Exact. Je pense qu'il va falloir qu'ils s'arrangent pour remplir, effectivement, pour avoir du monde dans les salles. Ils n'ont pas le choix. Là. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mais aussi c'est malheureux parce que c'est qui va payer? C'est les plus petits films à ce moment-là. Tous les petits films vont payer. Mais en même temps, avec les années, les petits films dans les cinémas à la goutte d'eau. Je veux pas te refroidir, Alan, là, mais je ne croirais pas qu'on reçoive Bill & Ted ici à Chicoutimi. Ça m'étonnerait aussi. Je manquerais ce Québec qui est à 200 km d'ici. Ça règle le problème. Mais tu sais, les gens, les films de Kevin Smith, ça sera pas long. Pourquoi que je voudrais voir Bill & Ted en français? Je sais pas. D'un coup que tu aurais un trip. Ça se pourrait. Ouais, t'as l'âge d'avoir grandi avec la version française. Peut-être une nostalgie. Peut-être. Parce qu'il y a des films que j'écoute encore en français. T'sais, les Ninja Turtles, je suis pas capable d'écouter en anglais. Moi, si Marc Labrèche ne fait pas Donatello, je suis un peu déçu. J'ai grandi avec Marc Labrèche en Donatello. Ouais. Fait que je peux pas. C'est un des rares films que je suis capable d'écouter en français. Moi, c'est surtout Indiana Jones en français que c'est un gros must. Terminator, je l'ai écouté longtemps en français aussi, mais maintenant avec l'accent Arnold, je le veux en anglais. Je préfère ça en anglais. Mais je l'ai écouté longtemps en français. Mais il y a des films comme ça où ça me dérange pas d'écouter la version française. Mais pour les petits films, moi, je conseille à dire que les cinémas, c'est plus leur place. Puis ils sont en train de se rendre compte que les plateformes de streaming, là, ça commence à être payant. Tu sais, c'est quoi le film québécois qui avait sorti dernièrement? Oui, c'est... Mafia Inc. Non, celui sur les survivalistes. Les survivalistes sur Netflix. Là. J'ai un crise d'ablab, j'ai jusqu'au bout en tête. Ouais, c'est une affaire comme ça. Mais sauf que, tu sais, dans les chiffres, il parlait, là, c'est 14 millions de vues, là. Ah, c'est énorme, là. Tu sais, 14 millions, si tu mets ça au prix de billet de cinéma à 10$, là, c'est un film qui aurait fait 140 millions au box-office, puis ça ne serait jamais arrivé. Mais de toute façon, ça fait déjà longtemps, puis on pourrait avoir une obstination, Jean-Nic, là-dessus, mais ça fait déjà longtemps que moi, l'expérience cinéma, ça me prend un film qui pète de partout, là. Moi, aller voir un film comme... je me souviens être allé voir Lincoln au cinéma de Spielberg. Qui était pas très bon. Quelle mauvaise expérience. Non, c'est un bon film, mais Chris, dans une salle à manger du popcorn, t'écoutes pas Lincoln. Mm-hmm. C'est pas... ça me prend quelque chose qui va être bonifié par le fait que je suis dans une grosse salle. C'est-à-dire une comédie où le monde va rire, il va avoir un effet de salle, ou un film d'action puis où ça saute, de films de science-fiction comme Blade Runner. Blade Runner 2049, c'était malade au cinéma. Là. En IMAX, c'était incroyable. C'était...
mais même en écran ici, là, moi, je suis allé à Place du Royaume avec clairement la ma tante qui avait écouté Tout le monde en parle, puis qu'elle voulait encourager Denis Villeneuve, puis qu'après 20 minutes, elle m'a demandé si c'était la suite d'un film, puis j'ai dit oui. Puis... Casse-t-elle parce qu'elle voulait l'encourager pour Dune. Elle l'a perdu. Là. Cette madame-là, on l'a perdu. Là. Tout le monde en parle, l'a envoyé dans la gueule du loup, man. Là. Ils l'ont perdu, cette pauvre madame-là. Mais tu sais, c'était ça. Là. Fait que sur un grand écran, je trouve ça... Tu sais, les films de Marvel, veut pas, sur un grand écran, sur un IMAX, c'est génial. Mais Jojo Rabbit, là... Au cinéma, j'ai pas d'envie de voir ça au cinéma, man. Je sais que je vais en froisser plusieurs. Là, mais... Ouais. Mais tu sais, comme moi, mettons, j'ai pas le goût de voir Rapide dangereux sur grand écran, ça m'intéresse pas. Par contre, Jojo Rabbit, j'aurais aimé ça le voir sur un grand écran. Fait que tu sais, il faut qu'il y ait la place pour les deux. Ouais, mais puis je comprends que pour un tenancier de salle, il va faire plus d'argent que son Rapide dangereux, puis c'est bien correct. C'est il y a un sûr. public pour ça. Mais c'est parce qu'il il exploite mieux aussi l'expérience de la salle. Tu sais, je veux dire, Jojo Rabbit, c'est super bon, là, super le fun. Mais j'y ai pas vu d'intérêt à avoir une plus grosse écran que celle que j'ai dans mon salon. Mais tu l'as pas vu sur un écran géant non plus, tu sais. Taika, il l'a pas pensé en disant ça c'est un film que je fais pour le monde dans le salon. Lui, il s'est dit ça va être. Tu sais, les réalisateurs ont encore le thinking. Quand je fais un film, il va être présenté sur un écran géant. Ouais, les gens vont le voir dans une salle de cinéma. On n'a plus non plus des petits 26 pouces en carré avec des gros culs. Là. Non, je sais. T'sais, on n'a plus ça. Il fut un temps où je comprends, là, mais maintenant, avec les écrans qu'on a dans nos propres salons, je vois pas l'intérêt de voir ça au cinéma. Mais je sais que d'ailleurs, moi, c'est pour ça que moi, dans mes plus grosses sorties que je fais, c'est quand tu vas pogner des films comme Avengers Endgame et compagnie, c'est des films qui sont tournés en IMAX. Ça veut dire que quand tu vas le voir au cinéma en format IMAX, c'est un plus-value parce que tu as des bouts d'écran puis d'images que tu ne reverras presque plus jamais parce que tout dépend de quel format que tu vas l'écouter. Par après, chez vous, tu n'auras pas le format IMAX. Non, c'est clair. Puis, tu sais, il y a des choses que tu vois, puis que, tu sais, c'est merveilleux. Moi, je me souviens de Star Trek de Abrams, là, sur grand écran IMAX, là. Hey, man, quand l'Enterprise passe, là, il te vibre dans le corps, man. Ouais, c'est ça que tu veux, là. Ben, quand Jojo, il scrape son mur, là, avec son petit couteau, là, ben, t'entends les coups de couteau dans le mur. Il n'y a rien qui va battre Toretto avec son Charger, là, qui est sa ligne de départ. Ah, c'est génial. Mais tu sais, je suis allé voir Dr. Sleep, par exemple, au cinéma. Wow! Tu sais, un film d'horreur, tu veux voir ça dans une salle sombre, dans un le grand premier écran. Hit, pas le deuxième. Le Hit, là, moi, j'ai jamais aussi mal filé dans une salle de cinéma que dans Hit, la première partie, bien évidemment, là. C'est fait pour ça. Dr. Sleep, c'était complètement fou au cinéma. Là. Je suis sorti de là, j'étais malaisé, j'avais mal au cœur. D'ailleurs, l'as-tu écouté? Pas encore. Par contre, je l'ai acheté. Ouais, mais il faudrait que tu te le tapes pour qu'on s'en parle. Bref, on a parlé de l'avenir des cinémas. C'était pas prévu, mais on vient d'en parler un peu. Revenons un peu sur Batman Turtle. Je peux pas croire que t'as pas lu ça encore, Jean-Luc. T'as lu les deux premiers? Non. Oh, je suis même pas vraiment excité par ça. Ah non. Alan, il faut qu'on le corrige. Oui, parce que ça avait commencé avec un bon premier volume, un deuxième volume qui était moyen, qui était inégal. Ils sont arrivés avec le troisième, qui ont appelé, je pense, c'est quoi? C'est Crisis in a Hard Shell. Ah, ça, c'est du génie. En fait, là, la trilogie est simple. Le premier se passe à Gotham. Le deuxième se passe à New York. Et dans le troisième, ils ont dit, OK, Krang arrive, puis il pogne les deux terres, puis il fusionne. Exactement. Puis tu te ramasses un univers où tu as un Batman qui n'est pas super fonctionnel, sauf qu'il a été élevé par Splinter. Ça fait qu'il y a des frères des Tortues. Puis les 4 Tortues, c'est les 4 Robins différents qu'il y a eu. C'est vraiment cool. Puis tu sais, Splinter, c'est un Alfred. Il a son petit complet, la petite moustache. Puis tous les deux univers sont mélangés. T'sais, au lieu d'être du Shredder, ben là, c'est le Joker qui est à la tête d'une organisation qui s'appelle The Smile. Et tout est mélangé. Puis ils se rendent compte qu'il y a de quoi qui... Il y a de quoi qui marche pas, c'est pas leur vraie vie. Puis tranquillement, pas vite, au fur et à mesure que ça avance, ils se rendent compte qu'ils sont pas dans le bon univers parce qu'ils se font aider par le Turtle Prime. Oui, effectivement. Puis le Turtle Prime, l'idée qui est géniale, parce que Kevin Eastman a travaillé sur cette série-là, c'est que le Turtle Prime, c'est Raphaël qui a réussi à se sauver. Et c'est le Turtle en noir et blanc de Kevin Eastman, première génération de tout. Ça fait que le Turtle Celui de 84. Prime, c'est le Turtle noir et blanc de 84. Et il est dessiné en noir et blanc tout le long. De ce que vous aimiez pas en parlant de... Comment ça s'appelle, le Justice League? Là, Justice League Dark. Dark, au début, vous m'avez donné le goût parce que vous aimiez pas. Puis là, vous venez de me donner le goût avec ça parce que vous aimez. Vous m'avez convaincu. J'ai passé de... J'étais sérieux quand je suis réfractaire tantôt, puis là, j'ai le goût de lire ça. Là. Ah non, je te le jure. Écoute, ne serait-ce que pour le fun qu'ils ont à écrire ça. Parce que tu le sens dans l'écriture et dans le dessin que dans le premier volume, c'était une idée. Mais c'était une idée, puis finalement, ça a pogné. Ça a pogné. Fait que là, dans le 2, ils se sont dit, on va mettre une couche. Puis dans le 3, ils font comme, hey, vous êtes avec nous autres, les boys? Watch out. J'adore Ghostbusters.
j'adore la run de IDW de Turtle, puis à part Bebop et Rocksteady qui voyagent dans le temps, je trouve que le pire qu'ils ont fait, c'était le crossover avec les Ghostbusters. J'avais trouvé ça dégueulasse. Fait qu'on dirait que quand j'ai vu, ils font que les Turtles, puis avec Batman, ça va être calé, ça va être enfantin. Non. Avec les Ghostbusters, honnêtement, tu marques un point, c'est de la marde. On va se le dire, là, ils l'ont fait 2 fois depuis dans les IDW que nous autres, on a suivis, là. Honnêtement, c'est de la merde. C'est vraiment pas drôle, c'est pas le fun. J'aime pas ça. Puis je pense que le deuxième, je l'ai skippé à moitié. Parce qu'ils m'ont jamais donné envie de lire du Ghostbusters à IDW avec ça. Ouais, ben c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. S'ils voulaient accrocher du monde à leur série principale, le Ghostbusters, c'est un échec. Là. Moi, jamais je vais lire Ghostbusters. Ah non, c'est un gros échec. Mais avec Batman, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont juste voulu avoir du gros fun. Puis ils se sont fait prendre à la patente. Puis le troisième, honnêtement, c'est du génie. Ouais, juste le design des Turtles. Puis ce qui était le fun avec le format hardcover, c'est que les sketchs à la fin, où tu vois les gros sketchs des Turtles avec leur look de Robin, c'est vraiment awesome. Puis tu sais, même l'idée du Krang qui a créé le Crisis, puis du pourquoi qu'ils sont dans cet univers-là, puis qui explique comment faire pour réussir à s'en sortir. Tu sais, c'est intelligent, c'est bien monté, puis c'est le fun, là. Puis c'est une des rares fois où le Shredder est appelé à collaborer avec les Turtles, et ça donne une dynamique qu'on n'a pas vue souvent, qui est intéressante. De voir que le méchant est capable de reconnaître qu'ils sont dans une crise plus importante que je veux tuer les Turtles. Ça m'a fait penser à, je sais pas si tu te souviens de ça, il avait fait un event dans les dessins animés Turtle Forever qui reliait la série de 2003, de 87, les originaux de 84, puis il avait tout mélangé ça. Ça ressemblait un peu comme histoire là, à ça. Là. C'est-à-dire que tu as le Krang qui était dans le Shredder de 2003 qui décide là, de y aller de dimension en dimension pour tuer toutes les versions des Turtles. Puis là, il se rend compte que s'il tue les Turtles Prime, donc ceux du comic des années 80, là, 84, il va tuer toutes les itérations des Turtles à travers toutes les dimensions. Tu sais, ça m'a fait penser un peu à ça. Si vous n'avez jamais vu ça, Turtle Forever, là, c'est vraiment bon, honnêtement. Va le trouver, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis, on dirait qu'ils ont repris cette idée-là, mais ils l'ont vraiment modelé pour Batman Turtle. Et ils en ont fait un match-up qui est vraiment intéressant. Puis, les livres en tant que tels, les 3 hardcovers, là, sont magnifiques, mais la qualité a diminué dans le troisième. Hein? Ben, les 2 premiers sont en hardcover. Ça fait en papier glacé. Papier glacé, c'est que tu t'attends de n'importe quel hardcover parce que c'est supposé d'être du prestige un peu, de la haute qualité. On arrive avec le 3e hardcover avec du papier mat à l'intérieur. Ce qui fait que moi, dans 10 ans, je vais avoir les 2 premiers volumes qui vont être de la même qualité, les couleurs vont être pareilles, puis j'en ai un 3e qui va être jaune. T'upgraderas pour un bel omnibus avec les 3. Ben, ils vont sûrement sortir à un moment donné ce sera pas long avec ce qui s'en vient avec Diamond, DC qui s'est séparé et TD veut sortir. Ah, c'est vrai, je vais toutes les racheter en version numérique, comme ça les couleurs vont toujours être pareilles. Parlons-en numérique. Bon, DC continue leur... Écoute, on va falloir appeler notre podcast le DC Universe. Il y a vraiment juste ça. On s'excuse d'avance. On peut-tu juste appeler ça AT&T? Je pense qu'on va appeler ça de même. Là. Écoute, DC ont finalement abandonné Diamond. Ça met des comic book shops dans marde, mais solide. AT&T ne semble pas comprendre que leur division comique, c'est une division de talent dans laquelle tu dois accepter que tu vas perdre de l'argent, mais qui va te permettre de faire des films, des séries télé, des produits dérivés, qui va te permettre de créer des personnages sur lesquels tu vas cacher parce que ces créateurs-là ne sont pas payés très cher. Mais je pense que Disney a très bien compris qu'avec Marvel, c'est une boîte à idées dans laquelle ils mettent de l'argent puis ils ne retrouveront pas. C'est pas rentable. Mais AT&T ne comprend pas. En plus, c'est comme ça que tu gardes tes IP en vie. Ben oui, mais tu gardes tes idées aussi. Tu peux pas. Tu fais créer des idées. Tu sais, Damien, là, on peut en parler tant qu'on veut, là, mais quand Grant Morrison a créé Damien, là, maintenant, tout le monde le connaît, puis c'est un personnage qui est rentable. Tu peux le rentabiliser. Mais AT&T semble être obsédé par la rentabilité de leur section de DC Comics, puis ils n'ont pas l'air de vouloir comprendre. Dès qu'ils voient un chiffre en bas de 25 000 copies, ils commencent à paniquer. Ils capotent. En bas de 25 000. Pourtant, 25 000 de nos jours, là, c'est les gros vendeurs. C'est énorme, là. Le seuil de cancellation de ce que Dan Didio disait dans une entrevue récemment, c'est 15 000. 15 000, tu es encore dans la cancellation. Tu es encore un mauvais livre. Puis Didio disait, écoute, on a pris des livres qui étaient à 10 000, on les montait à 15 000. On en avait qui avaient 8 000, on les montait à 20 000, puis c'était pas assez. Là. Puis on était encore... Pourtant, c'était des très bons livres, là, mais il fallait les canceller. Il y a une chaîne que je suis qui s'appelle Near Mint Condition, puis il y a un gars sur la chaîne qui est plugué avec justement les hauts placés de Diamond, puis qui connaît bien aussi le système de distribution. Puis il y a quelque chose de très triste qui est dit dans leur dernier podcast. Il dit un cerf-volant de Batman vend plus
que toutes les séries de Batman réunies ensemble. AT&T font plus d'argent avec ça. Pour eux, c'est pas important le côté, comme tu dis, le côté créateur. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec l'IP? Oui. Mais je pense qu'eux s'en foutent. Et je pense qu'ils voient les personnages comme ils sont déjà ancrés dans la culture populaire. On n'a plus besoin d'avoir des bandes dessinées. Je pense qu'ils vont continuer à le faire, mais ils ne voudront plus perdre d'argent avec ça. Puis, en ce moment, les comic book shops sont fâchés contre DC et la décision qu'ils ont prise. Mais en même temps, toutes les comic book shops, depuis les 20 dernières années, réclamaient un changement au niveau de Diamond qui est... il fonctionne tout croche. Il était plus à jour, il y avait un monopole, puis les gens voulaient s'en débarrasser. C'est rien que DC ont fait ça en crotté. Ils ont fait ça à la dernière minute, ils n'ont pas avisé le monde, puis le système de backup qu'ils ont pris semble pas être parfait pour aider les distributeurs, surtout après la crise. Le système de backup, il y a 3 défauts. C'est 2 distributeurs qui font côte Est, côte Ouest. Les 2 passent par FedEx, ça fait que chaque boîte que tu as, tu payes une vingtaine de piastres US minimum par dédouanage, que tu aies 2 comics ou 25, ça va te coûter 30 piastres de les faire dédouaner. C'est que si tu en reçois 3-4 boîtes, là, c'est terrible que ça coûte. Ils n'ont pas de système informatique pour les commandes. Ce qui est un bon problème. Ils annoncent les comics une semaine avant leur sortie. Ça fait que les comic book stores ne savent pas comment rentrer en contact avec leurs clients pour dire quel comic que tu veux la semaine prochaine. Nous autres, avec l'Imaginaire à Québec, j'ai posé la question, fait comme on va vous en venir au début juillet parce qu'on ne sait pas où on s'en va puis comment ça va fonctionner avec DC. Ah non, ils ont 0 service clientèle. Avec Diamond, qu'est-ce que tu commandais? Tu commandais 3 mois à l'avance, tout était chose t'es dit, tu savais ce que c'était en allait. Les autres s'en vont sur il n'y a pas de système informatique pour passer de commande. Il paraît que quand tes appels, leur parler au téléphone, te faire raccrocher au nez puis te faire envoyer chier, c'est spectaculaire le nombre de fois que ça peut arriver. Et les frais de dédouanage à chacune des boîtes que tu vas recevoir, là, c'est qui va payer la facture au bout? Ben, c'est le client. Puis il y a des comic books qui commencent déjà à fermer. Il y en a d'autres qui veulent abandonner DC. Mais tu sais, soyons réalistes, tu peux pas abandonner la moitié du marché. Là. Non, parce que les comic book shops, c'est déjà un gros coup qu'ils sont en train de vivre avec la crise. Ils pourront pas se passer. Même si ça représente, je sais pas, 20% de leur vente d'ici. Ils pourront pas. Mais pas juste ça aussi. C'est parce que Diamond fonctionne aussi avec ton nombre de ventes. C'est que si tu achètes moins de comics, tu payes tes comics à l'utilité plus cher aussi. Ça fait que si tu étais dans un comic book shop et c'était 30% de tes ventes, tu viens de perdre 30% des comics que tu achètes chez Diamond. Ça veut dire que tes comics vont augmenter aussi. Et ce prix-là, tu leur files le qui encore une fois? Au client. Puis le client, chaque fois que tu demandes leur nombre de comics, qu'est-ce qu'il fait dans leur corps? S'il a commandé 30 par mois, ben, il va descendre à 28, à 27, à 20, puis jusqu'au temps qu'ils disent je suis passé de série, ça m'intéresse pas, je lâche. Ben, je lâche, puis je vais suivre en TP. Comme plusieurs ont fait. Puis le single issue, tu viens de tuer le single issue. Puis tu sais, c'est correct, là, je comprends leur histoire de virage numérique, là, ça a l'air des impressions. Mais à part AT&T, là, ça intéresse qui? Tu sais, moi, personnellement, là, puis je vous pose, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai aucun intérêt. Je veux dire, c'est quoi? C'est Dominique Leduc de Librairie Z. Il a dit, là, c'est parce que AT&T, là, on sent que c'est dans leur façon de faire. Ils sont habitués de vendre de l'air. Ils vendent des données mobiles, ils vendent du réseau. Les autres, tout passe dans l'air. Ils sont habitués de vendre de l'air du non tangible. C'est que le monde du tangible, ils n'ont pas de l'air à le comprendre. Ça fait que les autres, ils veulent t'embarquer dans le numérique parce que c'est ça. Parce que, mettons qu'ils lancent leur DC dans leur numérique, ils vont pas te dire, veux-tu avoir mon beau téléphone avec un forfait, puis je te donne un abonnement à DC, mais tu vas payer ton téléphone 130$ par mois, mais tu vas pouvoir lire du DC dessus. Ça m'intéresse tellement pas. Moi, à partir de ce moment-là, ils me perdent. Là. Je n'ai aucun intérêt pour ça. Là. 0 intérêt pour ça. Là. Puis c'est de valeur parce que tu te limites, on en a parlé tantôt, tu dis, je pense pas que c'est les idées puis la création qui les intéresse, je suis d'accord avec toi, puis c'est correct que le Cerf-Volant vende plus que la série, sauf que, tu sais, moi, mon intérêt pour ce personnage-là, c'est les histoires qu'il vit et non juste son logo. Tu sais, c'est correct son logo, mais tu sais, si tu ne m'alimentes plus en histoire... Puis en même temps, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'avant que je rentre chez Jix, là, en 2003, là, j'avais jamais lu un comic de Batman de ma vie, et Batman faisait partie de ma vie pareil, là. De par les films qui étaient autour du personnage, de par le logo, de par ce qu'on connaissait du personnage. J'avais jamais eu besoin de lire un comic de ma foutue vie. Là. Et pourtant, ça roulait depuis 85, depuis ma naissance. Là. Mais j'en avais pas de besoin. Puis, tu sais, Marvel l'ont vécu aussi les dernières années. Tu sais, eux autres aussi, ils vont faire face à un gros problème parce que, tu sais, Diamond, c'est un gros coup de barre qu'ils viennent de vivre. Déjà, il y avait déjà des rumeurs que Diamond était proche de la faillite. Avec un coup comme ça, ça va être extrêmement difficile de se revirer de bord. Tu sais, du moment qu'ils disparaissent, là, Marvel, ils font quoi? Là? Les autres aussi, ça va lui prendre un plan de contingence. Si Diamond, IDW, ils se barrent de faire faillite. Pendant la COVID, ils ont crissé combien de monde dehors? Ils ont arrêté Turtle complètement. Mais ils ont sacré... La moitié de leur staff s'est fait sacrer dehors à IDW. Dark Horse, c'est sur le bord de crever aussi. Je suis pas sûr que Boom, ça roule sur l'or. Image, ça dépend toujours des créateurs qui sont là. Image, ils n'auront jamais de problème. C'est vraiment super intéressant de comment ils ont créé la structure et ils peuvent pas être
Tant qu'ils ont des créateurs, ils sont là pour backer effectivement, puis les créateurs sont responsables de leur propre de pub qu'ils font par rapport à ça. C'est qu'ils autres, puis le créateur, c'est lui qui paye de ses poches pour être là-bas puis atteindre une rentabilité. Ça fait que c'est pas iMage qui fait comme je te donne 25 000 $, écris-moi un BD. Non, c'est le gars qui investit. Puis si c'est rentable, il fait de l'argent. Exact. Mais c'est quand même intéressant comme modèle. Mais bon, on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais pour Marvel, je pense que Disney a été en avance sur AT&T sur à quoi servent. La maison des idées, pour eux autres, ça veut dire quelque chose. Là. Je pense que Disney sont au courant qu'à quelque part, la création, ça passe par... Mais en même temps, je te répondrais, va vérifier. Il n'y a aucune vente chez Marvel qui a été stimulée à cause des films. Non. Ils vendent pas plus. Fait que, non, mais ils ont besoin de ça pour faire des bons films, par exemple. Parce qu'il y a bien des idées qui sont dans les films qui viennent des comics, puis que si ça n'aurait pas été des comics, ça n'aurait pas été... Hey, t'as peu, là. Autant chez Marvel que chez DC, ils peuvent faire des films pendant 100 ans là, avec le back catalogue qu'ils ont. Ouais, mais c'est pas toujours bon. Là. Il n'y a pas juste du bon stock. Je vais reprendre comme par exemple, je vais sauver Martin là-dessus. Oui, du côté comics, là, puis avec leurs super-héros, la corrélation, le lien n'est pas bon. Si on y va avec Star Wars, si Star Wars reste en vie, c'est grâce au roman puis tout ce qui sort en BD. Puis même, c'est reconnu, puis je vous l'ai souvent dit, ce qui est sorti en BD, c'est nettement meilleur que tous leurs films qui ont sorti. Ça fait que ce qui tient en vie le mythos de Star Wars, c'est grâce à Disney puis Marvel. Bon, fait que, moi, je pense qu'ils ont besoin de ça, puis que c'est une colonne, là, quand tu es un comptable froid et vampirique, là, c'est une colonne dans laquelle tu dois accepter que tu vas perdre de l'argent. Parce que tu vas la récupérer dans une autre de tes divisions. Effectivement. Ton premier film qui fait $1 milliard, là, tu viens de rattraper 300 chez Marvel. Exactement. Mais je pense que les DC sont conscients de ça puis ils veulent pas mettre nécessairement la clé dans la porte non plus, ou du moins AT&T ne veut pas le faire. Par contre, ils ont dit on va le faire avec nos conditions. C'est ça qu'ils ont fait. Le gros problème, c'est qu'au niveau de leur cinéma puis leur film, ça a floppé. Ils n'ont pas fait le cash que Marvel a fait. T'sais, si leur film avait pogné autant que Marvel, ils se poseraient même pas la question présentement. Mais l'affaire, c'est qu'ils ont l'air... Tu sais, c'est juste une impression. Là. Je travaille pas avec les gens de Warner, là, j'ai aucune idée. Mais j'ai l'impression qu'ils travaillent beaucoup plus en silo que chez Disney. C'est genre chacune des maisons fait leur affaire puis doivent être rentables. Ce qui est une mauvaise façon de penser si tu mènes un gros conglomérat comme ça. Là. Tout Bell fonctionne comme ça aussi. Là. Ouais. Quand ils checkent toutes leurs affaires, ils vont pas sur le total. T'sais, même au niveau de leurs employés, ils jugent selon des stats bien faits, puis ils prennent pas l'ensemble, ils checkent chacune des lignes. Si t'en as une qui est dans le rouge, t'es dans la marre, là, même si tout le reste était dans le vert. Mais chez Disney, ils n'ont pas l'air à penser de même. C'est ça qui m'impressionne quand je regarde les décisions qu'ils prennent puis la façon dont ils gèrent le patente. Ils n'ont pas l'air à avoir cette pensée de silo-là. Ouais, il y a beaucoup d'essais d'erreurs aussi. Là. Oui, rappelez-vous les débuts du Marvel Universe. Là. Il y en a eu beaucoup des réalisateurs qui chicanent, qui se font mettre dehors, que le film barre un peu à gauche, puis que dans la suite, ils te ramènent ça. Puis, ils se sont moulés un petit peu là-dedans, mais en même temps, je vous dirais, il y a beaucoup de films inintéressants dans l'univers de Marvel. Tout est pas pareil. Passons d'une compagnie à une autre. Parlez-moi donc un peu de Sony. On a parlé de AT&T, on a parlé de Disney, on a parlé de Marvel, on a parlé de DC. Parlez-moi donc de Sony. Leur présentation de la nouvelle PS5. D'abord, avec la COVID, je pense qu'ils ont choisi le bon moment pour nous avertir qu'il y avait une nouvelle console qui s'en venait. J'ai vu votre chicane sur y a-tu des disques, y en a-tu pas? Puis autant les comic book shops, pour eux autres, c'est important le numérique, autant pour les boutiques de jeux vidéo, c'est important de savoir s'il y aura du support physique. Et chez les collectionneurs de jeux vidéo, comme chez les collectionneurs de comics, tu vas retrouver des gens qui ne veulent rien savoir d'avoir juste du nuage, là, qui veulent encore des copies physiques. Et sauf que là, on va arriver, là, sur mon avis, on va arriver sur une double réalité par rapport à ça, parce que présentement, on a déjà un problème. On a un problème avec même la génération courante de consoles. La plupart des jeux que tu achètes font plus que 50 GB, ce qui est la limite de ton Blu-ray. C'est que même si tu achètes un jeu physique, tu vas le mettre, puis il faudra qu'il donne l'autre 30 GB de plus pour pouvoir le jouer, puis les mises à jour. Ce qui fait que le fait du numérique et d'avoir le copie physique, à quoi qu'elle sert là? Puis l'autre point que le monde font comme moi, mais si j'ai le physique, si jamais ils retirent le jeu du nuage, je vais pouvoir jouer quand même avec. Dude, si tu as besoin de downloader 30 gigs de jeux qui manquent, que tu n'as pas sur ton disque, que tu vas le mettre dedans, puis ils l'ont retiré du nuage, tu ne pourras plus l'installer quand même. Non, mais tu fais mal à une économie qui existe pour vrai, celle de vente de jeux vidéo. Ouais. Et de revendre les jeux vidéo. Ouais, sauf que ça, c'est pas payant pour les compagnies, la revente des jeux vidéo. Non, c'est pas payant. Mais c'est une économie sans compter qu'oublie pas que le jeu qui vend 80$, sans la physique, ils le vendent encore 80$. C'est le même principe avec la BD. Ouais. Si tu enlèves la production physique, tu sauves tellement d'argent. Ouais. Mais il y a de quoi. Mais là, est-ce qu'elle va les prendre ou elle les prend pas, les foutus disques? Les deux. Ça va être les deux.
Microsoft, ça va être la 3e génération qui sort des consoles qui sont 100% numériques puis des consoles qui sont avec un 10 ou pas. Sauf que Sony, ça va être la première génération. Moi, quand j'avais fait l'application, derrière ça m'a surpris parce que au dernier E3 que la PS4 avait annoncé, Sony avait gagné le E3 en disant on ne lâchera jamais le Fun Media physique, puis vous allez pouvoir échanger vos jeux avec vos chums, puis on ne va jamais rien bloquer là-dessus. Là, j'ai fait OK, c'est parce qu'il faut dire qu'ils ont fait une présentation vidéo, c'est pas aussi gros qu'un E3 c'est que. Là, ça m'a fait poser la question, c'est que Sony, se sont-ils rendu compte, premièrement, c'est que la console, elle coûte-tu trop cher à produire, ça fait qu'on va couper ses francs de chaque L10. Veux pas, si t'enlèves ça, t'enlèves quand même une centaine de piastres au coût de la production. Là. Mm-hmm. Et deuxièmement, se sont-ils rendu compte aussi que leur jeu, si la console présente leur jeu en moyenne en 100 et 120 gigs, sur la prochaine génération, ça se peut que les jeux fassent 150 gigs en montant, ça fait que le petit 10 Blu-ray, il y a de l'air jambon en salle rendu là? Peut-être. Mais ils ont fait les deux pareils. Oui. Ce qui est arrivé aussi, Sony, à leur premier E3, là, la manière qu'ils s'étaient distanciés, il y avait la console de Sega, qui était la Saturn à ce moment-là, qui était sortie. C'est une console qui avait été rushée en Amérique du Nord. OK, là, tu me parles du premier PlayStation. Oui, exact. Okay. Et quand Sony sont arrivés pour se faire connaître, quand ils sont montés sur stage, leur statement, ils ont donné le prix. Puis je pense que la Saturn se vendait comme 479 ça n'avait aucun bon sens. Là. En 94, Sony sont arrivés 299, tout le monde a applaudi. Ils se sont comme fait un nom avec des statements chocs comme ça. Effectivement, quand Microsoft avait annoncé pour leur dernière génération qu'il n'y aurait pas de support physique, ils se sont présentés sur scène en disant vous allez pouvoir échanger les jeux avec vos amis. Puis tout le monde avait je me souviens que toutes les boutiques avaient crié au exact. Mais ils se sont pas positionnés on ne lâchera jamais. C'est rien qu'ils ont pris la balle au bon, ils ont dit nous autres, on le fait encore. Là, on va en faire un statement. On va dire contrairement à eux autres, nous autres, on ne l'est plus. Mais je pense que même à ce moment-là, ils se positionnaient comme Microsoft. Ils savaient que l'avenir allait passer par le digital. Là, ils sont rendus à un moment où ils veulent pas lancer la serviette, mais ils vont dire on va faire une console. Puis je suis sûr que ça va être une bonne différence de prix. Mais elle va être chère. Mais il y avait quand même une bonne discussion sur la. Je me souviens lors de la PlayStation 4, si ma mémoire est bonne, sur la rétrocompatibilité des jeux, jusqu'à ce qu'on se rende compte que plus personne n'a le goût de jouer à GTA 3. Là, là c'est le contraire. Là. C'est parce que là, c'est la prochaine génération, là, autant que la Xbox et la PlayStation, c'est full rétrocompatible. Il faut, parce que là, tu vas maintenir quand même une certaine économie du jeu usagé. Oui, mais pas juste ça. C'est parce que il faut pas oublier que la prochaine génération de consoles, c'est pas le NEC le plus ultra. C'est des consoles qui sont fucking puissantes. Mais ça va te prendre une méchante TV pour voir la différence. Puis l'objectif de la prochaine génération, oui, il parle du 8K qui risque peut-être d'arriver un moment donné. Sauf que la journée qui va arriver sur le 8K, ça va être le même problème qu'avec le 4K sur la génération présente. C'est qu'ils vont perdre leurs 60 FPS, qui est important pour que tu joues. La génération qui vont sortir, là, ça va être pour avoir du 4K natif qui va rouler du 60 FPS, puis peut-être le monter un petit peu plus haut pour se rapprocher du PC. C'est juste ça la prochaine génération. C'est du HDR10 à 60 FPS. On est en train de parler d'X-Men? Je me sens comme vous dans m'avez complètement perdu, là, mais mettons que j'ai compris. Mais c'est parce que on va juste parler de quelqu'un comme toi avec la TV-Vecta. Oui. Tu vas t'acheter une console de même, tu vas dire je me suis fait enculer. C'est clair, je verrai aucune différence. En même temps, c'est tout le temps ça. Quand la PlayStation 4 est sortie, la différence entre la PlayStation 4 et la PlayStation 3 était minime, puis il a fallu attendre un certain nombre de temps avant que les jeux qui poussent la console plus loin sortent. Ça fait quand même 7 ans que la Xbox et la PlayStation sont sortis pour leur génération. Là, je pense qu'ils vont axer beaucoup pour mettre ça plus facile, là, que ça soit plus clair, puis que le rafraîchissement de l'image soit plus rapide. Mais tu vois, moi j'ai la Switch, je suis très heureux. C'est parce que c'est là que tu vas faire la différence entre le gamer qui est genre du PC ou ce que lui, il va calculer son image. Moi, en général, quand je game, là, c'est pour me mettre dans un état de relaxation seconde. C'est un peu de déconnecter puis de relaxer. C'est que c'est bien rare que, oui, qu'un jeu est beau, je vais checker les détails, je vais vraiment accrocher. C'est comme que j'ai joué à Assassin's Creed Odyssey où je faisais même pas de fast travel. Là, je peux traverser la carte en marchant parce que c'est juste trop beau puis je suis embarqué là-dedans. Mais encore de là, même s'il y avait un petit lag de framerate qui dropait de fois de temps en temps. Mais moi, je suis un gars de Nintendo. Hein. J'ai rarement... En fait, moi, je me souviens très bien de l'époque dont tu parles avec la Saturn et la PlayStation, où là, les ados avaient enfin leur console, où c'était un peu plus violent, où les jeux étaient un peu plus hard. Moi, j'ai jamais embarqué là-dessus. Je suis resté crocheté à Nintendo 64. Après ça, j'ai décroché, j'ai resté dans le nostalgique gaming. Sauf que là, tu parles de Nintendo et tu parles de d'autres plateformes. Ce qui a semblé filtrer tranquillement pas vite. Tu sais, au niveau, justement, on parlait du physique, le Xbox Game Pass qui commence à être ultra populaire, où ce que tu payes à peu près 50$ pour 3 mois, puis tu peux downloader une centaine de jeux par mois, puis c'est totalement gratuit, puis tu peux leur jouer avec, puis ça se renouvelle tout le temps.
Sony s'en vient tranquillement pas vite là-dessus. Ils sont sur les serveurs de Microsoft aussi pour réussir à hoster ça. Puis là, tranquillement pas vite en parlant de ça, puis surtout, tantôt on va parler de Star Wars Squadron, qui va être le premier jeu qui va être cross-platforming. On est en train de s'enligner parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec des jeux, même le Last of Us 2 qui vient de sortir, oui, ils ont battu des records, sauf que des jeux comme Call of Duty, à place de vendre 6 à 10 millions de copies, ils en vendent du 26 millions en montant. C'est que là, les consoles, pour les rentabiliser à la prochaine génération, oui, il va y avoir du IP qui va être unique, mais ça va être toujours du time release. J'ai l'impression que peu importe le jeu qui va sortir, 1 an plus tard, tu vas l'avoir sur l'autre console aussi. Ben, il va falloir. D'ailleurs, tu me parles de consoles qui se parlent entre eux autres. Je peux pas croire qu'on est à la PS5 avant que ça se puisse. Non, ça va arriver avec c'était supposé arriver avant, mais il y a toujours eu une guerre entre les deux. Parce que, tu sais, moi, te dire en affaire, là, moi, c'est là que j'ai décroché. Moi, quand j'ai su que je pouvais pas jouer à NHL, si mon chum avait une Xbox, puis puis là, fallait, tu sais, il y a des épisodes de South Park qui sont faits là-dessus. Là. Faut se mettre d'accord sur laquelle on va prendre en gang. Là. Moi, ça, j'ai jamais compris ça. Il y a eu un accord qui était proche d'être signé entre Microsoft et Sony là, une couple d'années. Puis le nerf de la guerre, là, c'est que Sony ont bien de la misère à faire à outsourcer. Dans le fond, Sony, eux autres, ils gèrent leur propre serveur. Ils sont imputables, dans le fond, de tout ce qui arrive. Puis, ils ne voulaient pas devoir partager ça. Puis, c'est ce qui a été le nerf de la guerre. Puis là, finalement, je pense qu'ils auraient trouvé un terrain d'entente. Là. Fait que c'est pour ça que ça va démocratiser. Puis, je pense que c'est bien. Oui, parce que la nouvelle génération de serveurs qui ont sorti Microsoft là, pour la Xbox One Série X, là, on s'est du jamais vu. Là. Ça fait que quand Sony a vu les stats de ça puis le rendement que ça avait, c'est qu'ils n'ont même pas pensé réinvestir. Ils ont fait prenez notre cash puis on embarque là-dessus. Là. Parlant de Star Wars Squadron, c'est quoi exactement? C'est un genre de Star Wars Rogue Squadron du Nintendo 64 maintenant? J'ai l'impression que c'est ça parce que en plus le jeu va durer aussi longtemps. Là. C'est un jeu qui va coûter 50 Canadiens à sortie. OK. C'est pas cher? Non, parce que c'est un jeu qui va avoir une histoire qui va prendre environ 10 heures à faire. OK. Sauf qu'il va avoir un mode multiplayer 5x5. Okay. Et le jeu, sur les PC puis sur la PlayStation, où il y a du VR, ça va promettre ton casque de VR pour embarquer dans ton TIE Fighter puis ton X-Wing. Puis là, vomir dans ton salon, possiblement. Ça va être cool. Ça va être fucking... Ça va peut-être têter ton chum qui a une PSVR. Fait comme, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Viendrais-tu chez nous avec ta PSVR? Oh non, ça je t'emmène une bouteille de vin de 200$. On va vomir ensemble dans le sous-sol. Là, il arrive avec le jeu des petits robots au lieu d'apporter ça. Non, le jeu des sables laser qu'il faut que tu danses, là. Non, il te part Resident Evil 7 au pire bout du jeu. Mon Dieu, tu vas chier à terre. Mais ça, non, là, tu me parles. Effectivement, c'est que même si c'est un jeu qui va être court, puis là, il va embarquer sur le mode multiplayer, puis mettons que toi, tu as une Xbox, puis ton chum a une PlayStation, tu t'en sers, tu payes sur Play. Là, tu vas commencer à jouer, puis là, tu vas voir le gars qui a un PC qui va arriver, puis il va tuer tout le monde. Mais Rogue Squadron, pour avoir joué dans le temps du Nintendo 64, c'était un des meilleurs jeux de Star Wars. J'ai dû passer 120 heures sur un jeu qui prenait 5 heures à passer. C'était le fun. C'était tellement le fun. Puis à un moment donné, on avait les cheat codes pour avoir le Millennium Falcon, le TIE Fighter. Puis Mais je veux pas être porteur de mauvaise nouvelle. Bon, vas-y donc. Au PlayStation 2, il y a un des jeux de Star Wars qui est dans les mieux cotés qui s'appelle Battlefront. Ils en ont fait 2 et le deuxième en particulier. Mais le Battlefront, c'était le genre de Age of Empire? Là? Non, Battlefront, c'est un jeu où tu choisis un personnage puis c'est un espèce de... oui. Des espèces d'arénas comme qui sont très populaires aujourd'hui, mais c'était très avant-gardiste, third person, tu vois un Jedi. Et ça, il y a beaucoup de fans et ça a été un jeu qui est extrêmement populaire à PlayStation 2 puis ils ont écœuré pour que la franchise revienne, surtout avec une nouvelle génération. Et Battlefront et Battlefront 2, EA se sont pété la gueule solidement. Battlefront 2 a une deuxième vie qui est nettement supérieure. Oui, effectivement, ils sont rattrapés, mais quand même, je veux dire, ils se sont cassés la gueule avec le premier, puis les fans, ils ont chié dessus, puis ils sont promis de s'excuser avec le deuxième, puis ça a fallu une coupe de patch avant qu'ils réussissent à corriger. Heureusement que quand ils ont sorti le Star Wars Standalone, là, ils ont réussi à se faire excuser pour ça. C'est pour ça qu'une certaine façon, on a un petit peu d'espoir, parce que quand ils ont sorti le deuxième Battlefront, qui était pas mieux, là, Disney était voir EA, là, ils ont fait, regardez, ça c'est le contrat, voici qu'ils sont en train de faire, on est en train de le déchirer, est-ce que vous comprenez? Et quand tu as un IP comme Star Wars, si Disney commence à déchirer le contrat, tu dis pardon mon nom, puis je vais essayer de faire mieux. C'est que tu sors un autre jeu, mettais bien des millions dedans, tu dis au pire je perdrai de l'argent, mais je vais essayer de faire mieux. M'a gardé ma franchise. Puis je vais lâcher microtransactions parce que ça fait chier le monde. Ça avait fait chier en tabarnak. Mais le jeu dont je te parlais, c'était pas Battlefront. Comment ça s'appelait le jeu? C'était comme Age of Empire. C'était le fun, ça. J'avais vraiment trippé. Tu t'amusais, tu faisais comme des... Ouais, tu pouvais être jamais vraiment joué à celui-là. C'était le fun. Moi, j'aimais ça. Starcraft?
Ben, ça ressemblait à ça, mais c'était pas StarCraft. Dans l'univers de Star Wars. C'était genre Star Wars. Je sais pas pourquoi j'ai joué à ça. En tout cas, j'avais ça à l'ordinateur, puis j'avais bien du fun. N'empêche que mon jeu préféré de Star Wars, ça reste Shadow of the Empire. Ben, sur 64. La bataille de Hoth au début est le fun, mais essaye de te rappeler le trait sur Ornamental. Si t'as encore du fun rendu là. Mais t'avais les motos, là, c'était le fun, ça? Ouais, mais la bataille aussi à la fin contre la forteresse de Xizor avec le Outrider, c'est le fun. Mais le train, c'est avec sur Ornamental. Ouais, le train, ça me dit de quoi? Ça me semble que c'était essayer de buter Boba Fett aussi, c'était quelque chose. Ouais, c'était pas évident non plus, ça. Tu te souviens pas de ce jeu-là, Jean-Nic? Ouais, je m'en rappelle, c'était mais fun, hein, Chris. je l'avais loué quand le 64 était sorti. Ouais, c'était vraiment le fun. Noël, puis, non, ce jeu-là, j'ai tellement joué, là, je l'avais passé à hâte pour avoir la vraie fin. Mais Alan, ton jeu de Star Wars préféré? Mon jeu Star Wars préféré. OK, j'ai vraiment des bons souvenirs de Shadow of the Empire parce que c'est des premiers qui ont vraiment joué, mais honnêtement, là, Battlefront 1 puis 2, là, avec mes frères, j'ai tellement joué. Là, que... Moi, je te dirais que de Shadow of the Empire... Sinon, mon vrai premier préféré, là, ça va sur PC, c'est Dark Force. Moi, j'ai beaucoup aimé Shadow of the Empire. Mettons qu'on va classer ça en moderne puis nostalgique, OK? Nostalgique, je te dirais Shadow of the Empire, Super Return of the Jedi. Ça, j'ai passé du temps là-dessus, mon homme. Là, comme j'ai préféré Empire, moi. Empire était le fun parce aussi. Que dès qu'il y a la bataille de Hoth, on dirait que ça devient systématiquement mon jeu préféré. Ah, c'est malade. Là. Mais tu sais, super... D'ailleurs, moi, c'est une chose que je leur reproche souvent. Là, ils ne font plus de jeux sur les films. Tu sais, là, ils avaient fait Star Wars épisode 1 m'amener au PlayStation. C'était poche. Mais tu sais, j'aimais ça, moi, quand on nous faisait jouer les films, j'aimais ça. Puis, dans les plus modernes, là, moi, Force Unleashed, là, ça a été la première fois où pas le deuxième. Non, c'est la merde. Mais le premier, là, j'ai vraiment eu l'impression pour la première fois que j'avais un Jedi. Ben, c'est un jeu que son succès avait été quand même prouvé, que George Lucas avait accepté dans son canon de l'époque. Mm-hmm. C'était quand même un bon signe que l'histoire du jeu avait été bien montée. Ah, c'était très, très bon. Et en plus, quand tu te promenais avec le bonhomme, tu avais vraiment l'impression d'être un Jedi, là, pour vrai. Là. Hey, pogner les Stormtroopers à la gauche puis les faire monter dans les airs, là, c'était un feeling qui était... C'était indescriptible. Moi, je me suis arrêté dans mon salon pour faire comme c'est donc ben malade. Je peux force pusher le monde, je peux les choquer, je peux les envoyer à gauche, à droite. Hey, on pouvait lui casser le squelette. J'avais l'impression d'être un Jedi pour vrai. Puis pour les joueurs de PC, moi à l'époque, je joue un peu moins. Là, possiblement qu'un qui a beaucoup marqué le monde, c'est Jedi Academy. Oui. Parce qu'il y avait du multiplayer dessus. Ben, c'était lequel aussi? Jedi Knight? Jedi Knight, c'était la suite de Dark Force. Ouais. Dark Force, je l'avais au PlayStation. C'était le fun, Jedi Knight. Là. C'était vraiment le fun. Puis avec ton sabre laser qui était un peu triangle, carré triangle. Là, puis t'arrivais à la fin pour battre Maracherd, puis t'essayais de la buter, t'étais déjà capable jusqu'au temps que moi, je me rappelais de chose que de mes chums a réussi à passer le jeu la première fois. Il avait accroché le bouton pour serrer son sabre laser, ça me fait pas respect. Il a fait tabarnak, je vais mourir, puis il a passé le jeu. Ah, ben, c'est pas pire. Il y avait X-Wing versus TIE Fighter, ça sur PC à l'époque, c'est un fucking classique. Ça, j'ai vomi longtemps aussi à jouer à ça. Là. Mais les meilleurs, ce sont les Lego Star Wars. Moi, je ne sais pas si ces maudits jeux-là. Pas capable non plus. Puis surtout, il y en a des versions où c'est pas l'univers de Star Wars. Tu peux jouer avec Batman. Fait non, mais c'est parce mon que jeu préféré, ça marche plus. C'est Lego Star Wars, mais Batman. C'est Lego Batman, dans le fond. Ouais, mais ça marche pas, là. Ça fonctionne pas. Trouve-en un autre. Oui. Trouve-en un autre. Lego Batman? Non, trouve-en un autre innocent. Ça peut pas être Lego Batman dans Star Wars innocent. Mon film de Star Wars préféré, c'est Spaceball. Puis après, tu me chiales que je pogne les nerfs après lui. Check-les comme il est. Ben oui, mais c'est donc bien épais comme réplique, ça. Je l'ai dit tantôt, le Dark Force, c'est probablement OK, j'espère, là. Écoute, donne une chance. Puis, hey, sérieusement, Cal Katarn était vraiment un personnage qui était cool. Puis tu m'as rappelé des mauvais souvenirs avec Force Unleashed 2. Oh, j'étais tellement déçu. Là. Payer 79$, passer une soirée, le lendemain matin, faire OK. C'était-tu dans le deuxième qu'on pouvait péter Jar Jar Binks qui était Je me souviens pas, mais je me souviens pertinemment d'avoir vu la fin puis de faire comme Urk. Ah, mais le premier, rien que tu pétais Darth Vader. Tu le scrappais tellement. Là. Il était-tu dur, Darth Vader, par exemple? Mais l'empereur, t'as quelque chose aussi. Là. T'as pas super évident non plus. Ben, au moins, tu pouvais t'achenouiller puis ça finissait plus vite. J'ai une mauvaise expérience avec l'empereur dans Super Return of the Jedi. Là, avec son dessin de... Ah, mais tu sais que Super Return of the Jedi, tu voulais te cheater. Là, tu faisais le code pour jouer avec Wicket. Puis les flèches étaient l'arme la plus forte de ce jeu-là. Tu one-shotais tout le monde avec les flèches. Ben oui, non, tu me niaises. C'était pour de vrai. Pour vrai? Tu peux être, même les boss, t'es-tu en 3 flèches. Tu pouvais être Wicked dans Super Return of the Jedi? Oui, avec les codes. Sérieux? Oui, puis ces flèches torchaient. Toutes les Stormtroopers mouraient d'une flèche. Avec, tu torchais le jeu avec Wicked. Je ne peux pas confirmer ou infirmer ça, mais c'est vraiment génial. Hey, c'est donc bien cool. Je veux que tu me montres ça tantôt. Ouais, il va falloir qu'on les fasse un tour sur Internet. Puis c'est vrai, tu as Super. Ben oui, je l'ai, Super Return of the Jedi en haut. Ah, moi, tellement là, que je pétais mes manettes.
Et tu sais, parce qu'il faisait genre le tour de l'écran là, en volant, là, en envoyant des éclairs. Là. Puis tout ce que tu entendais dans l'espèce de mauvais son stéréo, là, c'était... Mais ces jeux-là, quand même, à l'époque, le monde avait du génie. Ce que ça rappelle dans le jeu d'Empire Strike Back, je sais, sur Super Nintendo, le boss sur Dakopa, c'est le petit générateur. Oui. Luc utilise ce générateur-là pour essayer de réparer son X-Wing, mais dans ce jeu-là, c'est un générateur qui fait l'écran grand complet puis qui tire des lasers. Mais ça peut être... tu te battais aussi contre l'espèce de boule là, du palais de Jabba. C'était un boss. Je sais pas si vous avez déjà vu des images. Il y a un jeu qui est sorti au Famicom, qui est la version japonaise de la NES, qui est jamais sorti en Amérique, qui s'appelle Star Wars. Okay. Parce qu'on a eu un Star Wars au NES qui est pas le même qu'au Japon. Puis au Japon, il est très très cool. Il ressemble à Super Star Wars, justement, là, où tu contrôles Luke, t'as ton sabre laser. Et tous les boss sont Darth Vader, mais quand tu le butes, il se transforme en scorpion. Pourquoi? Je le sais pas, mais c'est vraiment cool. Pourquoi? Juste pourquoi? C'est tellement innocent. Mais bref, un bon petit segment sur les jeux de Star Wars. Et puis en terminant, parce qu'on a déjà pas mal passé notre temps pour que ça reste écoutable. Ça fait 3 semaines, les gens étaient contents. Les gens sont heureux. Mais je vais y aller avec nos poisons. J'aimerais ça vous entendre et on commence par... Ouais, je vais commencer, je vais me sacrifier comme je fais souvent. Sacrifie-toi. Je l'avais publié sur Instagram et sur Facebook. J'ai eu au début, la semaine passée, le dernier roman de Max Brooks, que ça faisait longtemps quand même. Il n'y en avait pas sorti un. Il avait fait de la BD. L'auteur de World War Z et du guide de survie des zombies. Il a sorti Dévolution, qui raconte l'histoire d'une petite communauté qui est coupée du reste du monde à cause d'une éruption volcanique. Puis il y a des attaques de Yeti. 2020, pas fini. Effectivement, 2020 n'est pas fini. Dans le fond, ça, c'est une petite communauté qui est supposée d'être... c'est un écosystème qui est capable de s'autosuffire. Tu sais, ça fonctionne avec des panneaux solaires, il y a l'Internet haute vitesse qui se rend par fibre. Tu sais, t'es supposé d'arriver là-bas, puis c'est supposé d'être vert, puis de ne pas polluer. Et... c'est une communauté qui ne sont pas équipés. C'est qu'ils n'ont pas de marteau, ils n'ont pas d'outils. Il y a du monde qui viennent à toutes les semaines tondre le gazon pour s'occuper des autres. Et à un moment donné, il y a un volcan qui explose, ils sont coupés du reste du monde, puis tout le monde oublie qu'il existe. Mais à la fin du roman, là, ils font comme, ouais, c'est sûr qu'après 6 mois, il y a du monde qui se serait rendu compte que les factures n'étaient pas payées, puis peut-être qu'ils se seraient posé des questions qui étaient là, mais sauf que, en tout cas, normalement, il y a du monde qui fait supposer de faire leur entretien, c'était particulier. Avec les Yeti Harry, ça prend fucking du temps, puis il a utilisé une façon où, pour relater, c'est un journaliste qui a retrouvé le journal intime d'une des filles qui a peut-être survécu là-dedans. Planète des singes style. Ouais, sauf que le problème, c'est que tu lis le journal intime d'une fille. Nice. OK, mais... Est-ce qu'elle parle de ses masturbations? Non, c'est parce que... Comme dans tous les journaux intimes. Non, c'est parce que dans le journal intime, c'est pas ça qu'il y a. C'est qu'elle l'écrit aux 3 jours, elle récite mot par mot toutes les conversations qu'elle a eues avec les 10 personnes qui sont dans le village avec elle. Elle explique qu'est-ce que le monde ressent pendant qu'ils disent ça. Bref, c'est écrit comme un roman. C'est écrit comme un roman. C'est maladroit. Mais c'est supposé d'être un journal intime. Puis une fois de temps en temps, elle fait comme « Ah, j'arrive pas à croire que j'ai pu écrire une niaiserie de même rendu là. » Ça fait de l'argent. Tu fais comme « Mais non, c'est impossible. » C'est parce que dans World War Z, c'était un oral history. Ça fait que c'est un gars qui enregistrait ce que le monde disait. Donc, si tu avais des phrases que quelqu'un avait dit, c'était normal parce que c'était récité par quelqu'un. Sauf que là, tu as l'impression qu'elle a eu un tape cassette. Puis qu'à la fin de la journée, elle réécoutait et elle réécrivait ce que le monde avait dit durant la journée. Là, tu fais comme, OK, c'est parce que man, ton style littéraire, tu l'as échappé, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. En plus, tes personnages, c'est toute une gang de jambons désagréables que je suis pas capable de m'attacher puis que je m'en sac de l'an 40. Ces Yetis sont juste caves, puis tu comprends pas pourquoi l'humain les a jamais trouvés tellement qu'ils sont caves. Finalement... Ouais, j'aimais beaucoup Max Brooks, mais si jamais il sort un autre roman, je vais passer à côté. Ah, à ce point-là? Ah non, c'était mauvais rare, là. OK, ben j'avoue que tu me donnes pas vraiment le goût de le lire, en fait. Oui, mais tu sais, c'est parce que pourtant, c'est un style qui n'est pas compliqué. Bram Stoker l'a fait avec des échanges de lettres, puis ça fonctionnait. Oh, parle-moi pas là-dessus. Toi, t'as détesté ça, mais sauf qu'au moins son style, il a respecté son style littéraire. Oh, OK, mais parle-moi pas sur Dracula de Bram Stoker, c'est pas lisible. Qui risque que c'est mauvais? C'est pas vrai, ça. C'est pas je lis bon. encore très bien. C'est très Le reste mauvais. de l'œuvre de Stoker est mal vieilli et maladroite. Mais ça, c'est pas vrai. c'est génial. Donc, à ne pas lire, c'est ce que je comprends. Si vous voulez vous risquer, là, ça se lit vite, là, mais... ça se lit vite pour toi qui es un bon lecteur, mais ça avait l'air quand même d'une pas pire brique. Il n'y a même pas 300 pages. Oh mon Dieu, non, ça se lit bien. Ça se lit bien. C'était tout?
Ouais, Pauvre toi, t'as eu une dure semaine. Ben, je l'ai lu en dedans de 24 heures pour m'en débarrasser. Pauvre toi. Bel investissement. Ah, j'étais en crise. Surtout qu'en plus, avec le gars de Telcom qui l'avait livré à mauvaise adresse, puis il faut que je passe une soirée au téléphone avec les superviseurs qui couraient partout dans la ville pour le trouver. Ça n'a tellement pas valu la peine. T'sais, tout ça pour ça, là, finalement, j'aurais dû le laisser chez le voisin perdu quelque part. Jean-Nic, ton poison. Hey, je vais en garocher quelques-uns rapidement. Vas-y. Underwater Whelmer. Une histoire de Jeff Lemire, un petit gars chez nous que ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler au podcast. Ça fait 21 jours qu'on n'a pas entendu parler. Ouais, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est dans ses meilleurs, une histoire personnelle qui a fait. C'est lui qui dessine, c'est lui qui écrit. Un gars qui travaille dans Colombie-Britannique, du forage, quelque chose qui est sous l'eau. Il est décédé dans des circonstances mystérieuses à l'Halloween. On suit son fils qui s'en est jamais remis et qui va devenir père bientôt. Donc, il est confronté à différents drames dans sa vie présentement. Une histoire un peu plus personnelle. J'étais content de retrouver Jeff Lemire plus grandé. Quelque chose qu'il écrivait pendant qu'il faisait Sweet Tooth. Puis ça fait un bon décalage avec Sweet Tooth. Combien de royautés tu reçois de lui, hein, à force de... Il va être sur le bord de me payer, mais c'est tellement fantastique. À tous les fois, je me dis, bon, j'ai atteint le fond du baril, j'ai tout lu et je découvre tout le temps des nouvelles affaires qu'il fait. C'est vraiment un auteur prolifique que oui, j'adore. hein, c'est de valeur que personne ne le connaisse. Ça me fait plaisir de vous en parler. Donc, next, phase 4, film de science-fiction des années 70 où une éclipse solaire fait que les fourmis veulent prendre le contrôle de la Terre. Pourquoi c'est pas? beaucoup, beaucoup plus cool et beaucoup plus beau que le prémisse pourrait laisser croire. C'est un gars qui a fait beaucoup de design pour les studios dans les années 70, qui a réalisé ça, sa seule réalisation. Il y a beaucoup de plans où on suit les fourmis, comme dans un espèce de documentaire. Si vous aimez les fourmis de Bernard Weber, là, si ça vous parle, jetez-vous sur ce film-là. Vraiment une très belle découverte. C'est deux scientifiques qui se ramassent à affronter. Je vous rappelle que c'est pas très dur de faire mieux. Là. Le dernier poison de Jean-Nic, c'était Let My Puppets Come. Et que c'était bon. Oui, ça me donne quasiment le goût de le réécouter. Un petit dernier que je vous balance. Oui. Documentaire sur Image Comics qu'on peut trouver sur Amazon Prime qui s'appelle Image tout simplement. Ah ouais, ça m'intéresse. C'est exceptionnel. 1h30, ça m'a permis de comprendre comment cette entreprise-là est née. C'est pour ça que je faisais référence tantôt. Ça m'a permis d'apprécier et de détester un peu plus Rob Liefeld et surtout de comprendre la mentalité des autres. Celui qui est Eric Larson qui est sur Savage Dragon, Jim Lee qui s'est joint à eux, McFarlane. Genre, tu comprends les personnalités de ces gars-là, comment Image a pu devenir aussi gros qu'ils l'ont été dans les années 90, puis comme changer le modèle. Puis je vous laisse sur une anecdote succulente. Parce que Robert Kirkman est un peu comme la voix aujourd'hui de Image chez leurs gros auteurs. Quand il a voulu joindre à eux, au début des années 2000 avec Walking Dead, le gars qui s'occupait des éditions s'est assis avec Kirkman. Kirkman, il a pitché son projet. Je veux faire une histoire de zombies. Il a dit non, c'est plate. Il y a un des amis de Kirkman qui travaillait pour Image, puis il a dit il faut que tu y pitches avec quelque chose qui ne verra pas venir. Fait que Kirkman est allé le revoir puis il a dit j'ai oublié de te dire, dans mon histoire, c'est des zombies, mais c'est comme la vraie histoire, c'est que c'est des extraterrestres qui essaient de contrôler la Terre, puis ils utilisent un plan, puis il dit je vais laisser des petits trucs dans mon histoire qui vont faire comprendre aux lecteurs tranquillement que c'est des extraterrestres qui vont prendre le contrôle. Fait que là, il a dit j'aime ça, go. Numéro 1, ça vend bien. Numéro 2, ça vend un peu plus. Numéro 3, un petit peu plus. Numéro 4, ça vend encore un petit peu plus. Puis là, Image sont comme pas sûrs s'ils vont continuer. Finalement, numéro 5, les ventes explosent. Ça devient un énorme succès. Puis, je pense qu'ils étaient rendus genre au numéro 25. Ça allait vraiment bien. C'était leur gros canon. Et l'éditeur est allé voir Robert Kirkman, puis il a dit c'est vraiment, vraiment bon ta série, mais il dit je trouve pas les éléments parsemés avec les extraterrestres. Et Kirkman de lui répondre c'était rien qu'un piège pour que tu le publies. Il n'y en a pas d'extraterrestres. C'est donc ben bon. Hey, ça, c'est sur Amazon Prime. Oui. Hey, je vais aller écouter ça. Mais je pense qu'il y a même Rob qui est supposé d'écrire quelque part quelque chose bientôt là, sur les origines, justement, les débuts, là, les premières années de Image. Parce que ça commence à sortir. Parce qu'avec la merde qui se passe avec DC puis Diamond, au niveau de la distribution, je pense que c'est une gang de personnes qui en ont beaucoup à dire, cette distribution, puis comment ça peut fonctionner. Là. Mais moi, on va dire une chose, c'est vous autres qui m'avez fait découvrir des séries chez Image. Et maintenant, je regarde le catalogue des choses que je me commande et j'ai tellement du Image, là. Depuis un bout, là, c'est fou comment j'essaye toutes sortes de trucs, puis j'aime ça. Là. Ben, tu sais, c'est parce que je lis, comme dernièrement, je lisais beaucoup de Warren Ellis, qui en a fait beaucoup chez Image, mais ce que le problème avec Image, avec des auteurs comme ça, c'est qu'ils décident de pas te clore après 6 numéros, puis ils décident de continuer, tu peux avoir des années avant d'avoir la suite, puis ça se peut que tu l'aies jamais. Sauf que si tu checkes le nom des auteurs qui sont là-dedans... Là. Ah, c'est fou raide. Écoute, moi, je suis en train de faire Sunstone, qui est publié chez Image...
Je suis en train de faire Extremity, dont je vais vous parler. Puis c'est une mine à TPB, par exemple. Pour les trade paperback, vu que c'est souvent des histoires qui sont stand-alone de 6 ou 12 numéros, là, c'est une mine il y a incroyable. des affaires vraiment cool pas à cher, vérifier. Là. Plus, non, vraiment pas cher. Et regarde, tu m'amènes à Mon Poison, qui est une bande dessinée de Image. On a découvert, il n'y a pas si longtemps, Daniel Warren Johnson sur Wonder Woman Dead Earth. Je te coupe 2 secondes. Oui. On n'était pas capable de prononcer son nom quand on en a parlé la première fois, puis c'était comme le running gag, et là, on se trompera plus. Daniel Warren Johnson. C'est le même problème avec Neil Patrick Harris Patrick. Là, c'est Patrick Neil Harris. Il y a 3 noms. C'est bien fatigant. Mais Daniel Warren Johnson, donc on l'a rencontré. On l'a découvert sur Wonder Woman Dead Earth. Après ça, vous m'avez parlé de Murder Falcon, que je n'ai pas lu encore, mais que je me promets d'aller acheter. Et moi, pendant ce temps-là, je me suis dit, je vais y piéger les 2 gars. Je vais lui laisser le trip de Murder Falcon, mais je vais aller voir qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Et il a fait une BD qui s'appelle Extremity, qui est en 2 volumes. Je me suis commandé ça. Man, Christ que c'est bon. C'est vraiment bon. Et c'est comme je l'aime. C'est-à-dire que moi, Star Wars, j'aimais ça parce que c'était comme ça avant, mais à cette heure, il explique tout, de la poignée de porte que Luke a ouvert en épisode 4 en passant par le personnage qu'on a vu 2 secondes dans un cadre de porte. Là Star Wars, là, c'est devenu là, la mecque des explications de tout ce que tu vois. Il faut toujours qu'il y ait une explication. Alors que moi, ce que j'aimais de Star Wars au début, c'était « Hey, ça, c'est notre univers, deal with it. » C'est ça, si les personnages sont ça, ils font ça. Pas grave, tu sais pas comment ça marche, tu découvriras ou trouve-toi une raison pourquoi c'est comme ça, je m'en calisse, mais suis-moi dans mon histoire. Extremity, c'est ça. T'es sur la planète Terre, on pense, ou on sait pas, ou ça pourrait être n'importe quoi d'autre, on s'en crisse. C'est 2 clans, tu sais pas combien il y a de clans dans cet univers-là, tu t'en calisses, mais il est arrivé quelque chose de bien simple. Le chef d'un clan a coupé la main d'une petite fille parce qu'il lui a enlevé ce qu'elle avait de plus précieux, puis elle était une artiste. Et c'est une oracle qui lui avait dit « Tu vas être une artiste ». Et elle lui a coupé la main avec laquelle elle dessinait. Et l'histoire commence comme ça. Et oui, mon chat est tâche. Et à cause de ça, son père s'en va dans une spirale de vengeance où son seul... oui, je sais. C'est très, très louche, comme tu viens de le dire. Et son seul objectif, c'est l'annihilation de l'autre clan. Et t'es en plein milieu de ça, avec des airs de Mad Max... c'est tellement bon, là, tellement bon. Et un genre de Moby Dick, là. Genre le père est devenu la vengeance pure. Sa fille l'a suivi là-dedans parce qu'elle est influencée par son père. Le plus jeune frère, lui, se rend compte de ça et essaie de sortir de ce cercle-là. L'as-tu terminé? J'ai terminé le premier TP. Okay. Et là, le deuxième TP est en route. Parce que de la manière que tu en parles, là, ça donne l'impression d'une série où on suit le père et on est comme avec lui au début dans Vengeance. Et que tranquillement, on va se rendre compte qu'il devient un monstre peu aussi. À la fin du TP, c'est un monstre, carrément. Et la petite fille est entraînée là-dedans malgré elle. Et tu te rends compte que le père est pas blanc comme neige. Parce que, tu sais, il commence la BD avec « On a coupé la main de ta petite fille, on lui a enlevé ce qu'il y avait de plus précieux. » Pour se rendre compte que, et ça, c'est pas détaillé encore, lui, il a fait sauter la face de la fille. De l'autre fille. T'sais. Fait que c'est un peu lui qui a parti à la merde, tu comprends? Mais tu le suis, puis tu as vraiment l'impression que c'est lui qui fait pitié. T'sais. Et les personnages sont super. Il y a un robot qui est mélangé là-dedans. Il y a plein d'éléments que... Tu sais, pose-toi pas de questions. Là. Il y a des voitures qui volent. Il y a des... ils tirent des flèches. C'est ultra violent. Honnêtement, c'est bien dessiné. Moi, j'adore son dessin. J'ai appris à triper sur son dessin. Je suppose que c'est pareil au niveau émotionnel. Tout ça doit ressortir dans son dessin encore. Là. C'est incroyable. Puis tu sors de là, puis le père, il devient un monstre. Là. La vengeance, comment c'est pas beau là, quand c'est bien décrit puis que c'est bien senti. Honnêtement, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment trippé. Là, j'ai hâte de voir le deuxième volume qui s'en vient. Y avait-tu une préface qui avait expliqué ça comme il y avait avec Mother Falcon? Ou qu'il y avait une préface qui expliquait... Et parce que dans Mother Falcon, il y avait une préface puis il expliquait pourquoi il avait écrit ce sujet-là. Ouais, moi, je l'ai pas lu encore. Extremity, possiblement, s'il y a une préface, si tu lis, possiblement qu'il va expliquer pourquoi il a écrit ça. Mais j'attends d'avoir lu l'œuvre. Okay. Puis après ça, je vais aller la revisiter avec lui, voir si moi j'ai vu, tu sais, si j'ai vraiment vu ce qu'il voulait que je voie. Là. Parce que des fois, c'est comme ça que je calcule si un œuvre fonctionne ou pas. Tu sais. Des fois, je m'en rends compte après, puis je fais comme wow, c'est génial, mais visiblement, j'étais trop cave pour l'avoir compris ou c'était mal expliqué. Tu sais. Puis il y a d'autres fois où je le lis, puis je fais comme c'est tellement de même que je me suis senti, c'est tellement comme ça que moi aussi je l'avais vu. Wow, il a réussi à me communiquer ça par son art, puis sans me le dire explicitement, là. Je n'aime pas la vengeance. Voici une histoire de vengeance. T'sais, non, faut que tu le feels. T'sais. Puis j'aime beaucoup le fait qu'il te garoche dans un univers sans les clés. C'est ça. Deal with it. Il pourrait y avoir 1 million d'autres histoires qui pourraient se passer dans cet univers-là, mais c'est celle-là qui nous raconte.
Ben, c'est l'avantage de la BD, c'est que tu peux te mettre le monde dans n'importe quel univers, puis vu que c'est imagé, c'est plus facile à assimiler. Ben oui, puis c'est génial. Là. Puis c'est très, très drôle parce que tu compares ça à ça, parce que Warren Johnson a un blog qui tient où il parle beaucoup de ses expériences et c'est un défoncé mental de Star Wars. C'est un énorme, énorme fan. Puis je crois que c'est au Mystérieux Étonnant qui parlait de ça, qui traîne avec lui des BD qu'il a faites de Star Wars, mais sur lesquels il n'y a pas les droits, puis il les vend dans des conventions. Et apparemment que ces séries-là sont vraiment géniales. Wow! Puis j'écoutais l'autre jour une partie d'un de ses vlogs, puis il dessinait un vaisseau spatial, puis là, il parlait de l'influence de Star Wars, puis comment il aimerait que le vaisseau soit dans Star Wars. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui l'anime aussi, lui, le côté... Star Wars, c'est un univers complexe et immense, mais qui n'a pas besoin de lien. C'est comme, lui, ce qu'il aime, c'est le côté parachuté, puis il y a plein de gadgets partout, puis pas besoin d'explication. Mais moi, c'est ce que j'aimais de A New Hope. T'arrives, c'est ça, deal with it. Tu sais pas comment l'Empire est arrivé, tu sais pas comment les rebelles se sont fondés, t'as aucune idée comment est-ce que Darth Vader est devenu Darth Vader. C'est pas grave, c'est comme ça. Et c'est ce que j'ai reproché à la prélogie toutes ces années. De tenter d'avoir une explication pour tout. Pour tout. Mais bref. Oui, c'est pas vrai qu'ils ont tout expliqué. Explique-moi pourquoi ils ont Frenché à la fin. Chut. Hey, d'ailleurs, j'ai adoré le meme que je t'ai envoyé où Palpatine dit à Anakin un jour nos grandchildren vont s'embrasser. Anakin fait hein? Rien. J'ai trouvé ça bon, c'est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, je l'ai réécouté là, et je me souviens plus c'est quel blogueur qui a fait les liens entre. En fait, la théorie du blogueur, c'est Disney finit toutes ses sagas de la même façon. Et il fait des parallèles entre Endgame et Rise of Skywalker. Et honnêtement, c'est dur de plus y voir après. Là. Genre, les mêmes types de phrases, les mêmes moments, les mêmes façons de faire. La fin est presque identique. Tu te dis, ouais, OK, vraiment, là, ils ont une façon de finir le saga. C'est comme ça. Je suis pas capable de l'aimer, ce film-là. Puis, encore une fois, il y a une fin sans conséquence, comme avec Endgame. C'est ça. C'est parce que tout le monde meurt, tout le monde en revient. À la fin, Palpatine, tu vois tous les vaisseaux qui tombent. C'est que là, tu fais comme, ben, tout le monde est mort, mais arrêtez, là, ça repart, puis il n'y a personne qui est mort. Sérieusement, il y a eu combien de personnes de la République qui sont mortes dans ce combat-là, à la fin? À part Pox Wesley, là, qui est mort par rapport, j'ai perdu son nom, lui. Mais en même temps, il avait détruit 3 planètes complètes de monde, là. Fait qu'à m'amener... Ouais, mais... c'est assez mort. Quand tu vois une planète avec 100 monde dessus qui pète, c'est comme sans conséquence. Ouais, effectivement. Mais bon, j'ai ce film-là. Bref. Hey, c'est tout. On se retrouve dans 2 semaines. On essaie de pas faire 3 ce fois-là. On va essayer. On s'en parle la semaine prochaine. Bonne fin de soirée. Comblé. Salut. Salut.